La chaîne a 5 ans, la chaîne vient de dépasser les 2 millions de vues, et moi je viens d'avoir 30 ans. Voilà, j'ai trouvé que c'était donc la bonne occasion pour faire ma première FAQ. Je vous ai donc demandé de poser vos questions sur Twitter et sur YouTube, et j'ai eu énormément de questions, je m'attendais pas forcément d'en avoir autant, donc je vais essayer d'en répondre au plus possible, mais fatalement je vais pas répondre à toutes, donc je suis navré pour ceux qui m'auront posé une question et qui n'auront pas de réponse à leur question, c'est juste que j'ai pas envie que la vidéo fasse non plus 25 heures, c'est à un moment ça devient regardable. Voilà, donc écoutez, on va commencer tout de suite. Vous allez voir, je vais pas forcément toujours être dans ce décor derrière ce bureau, le principe c'est que je vais enregistrer cette vidéo sur plusieurs jours. Bon, c'est parti. Première question. Grégory, c'est l'animateur de Tea Time Ciné qui est sur Radio Pulsar. Le lien sera encore une fois dans la description. Ils font un live pour les Oscars. Honnêtement, je vous recommande d'écouter Radio Tea Time Ciné pendant le live des Oscars. Ça va être assez glorieux. Enfin, ils font ça toute la nuit. À la fin, c'est toujours à mourir de rire parce qu'ils en peuvent plus. Mais voilà, donc quelle est la question de Grégory? Maintenant que je lui ai fait sa petite pub, mais il le mérite amplement. Ça déchire Tea Time Ciné. As-tu des projets autres que la vidéo qui pourraient pointer le bout de ton nez en 2019? Cinéma, radio, podcast, audio. Alors, podcast, je fais partie du Marvel Initiative Podcast. Donc ça, c'est cool. Mais ça date déjà de 2018. Le lien est encore une fois dans la description, je vais arrêter de le dire à chaque fois, il y aura plein de liens dans la description. Il va falloir que je fasse un vrai taf d'édition pour une fois, ce qui ne m'arrive pas souvent. Donc podcast, j'ai aussi un nouveau podcast sur une appli qui s'appelle Talkers, que je fais de temps en temps, qui s'appelle Marcher par les ciné, où je prends un sujet, pendant une balade, j'en parle de manière un peu improvisée. Voilà, donc il y a plus de 2 épisodes pour le moment, je vais faire aussi des petites critiques. N'hésitez pas à me suivre sur les différents trucs, sur Talkers, ça vaut le coup, parce que je propose du contenu que j'ai pas forcément envie de poster sur ma chaîne, mais il y a des sujets qui m'intéressent et j'ai juste envie d'en parler librement comme ça. J'ai un livre qui est en train d'être écrit. Bon, je suis au tout début, mais voilà, un livre qui est secret pour le moment, évidemment, qui parle de cinéma. Et comme je vous le disais, j'ai donc des scénarios en cours, dont deux scénarios de long métrage, mais je ne sais pas si j'essaye de le réaliser tout seul ou si je démarche, ce qui va prendre énormément de temps, pour que ça finisse par être produit par une vraie boîte de prod et que le film ait une vraie vie autre que Devil Town qui a fini sur ma chaîne YouTube à se faire voir par personne. Et ça fait un lien avec la deuxième question de Greg qui est: quel est ton ressenti par rapport à la série que tu as réalisée, content de toi ou déçu? Donc j'ai réalisé Devil Town, c'est sur ma chaîne, ça a fait très peu de vues, donc fatalement je suis déçu du résultat en termes de ce que ça a provoqué sur ma chaîne. Voilà, il y a très peu de gens qui sont allés au bout des 4 épisodes, ce qui me... ça m'attriste, mais après je prends la leçon, je me dis que j'ai pas assez bien fait les choses pour donner envie aux gens de rester du début jusqu'à la fin. Je pense que j'aurais pas dû proposer ce format-là comme ça. Après, qualitativement parlant, je pense que si tu fais l'effort de te plonger dans le projet, c'est pas si pourri que ça, quoi. Donc là, c'est ça qui me déprime, c'est que j'ai l'impression que c'est plus une erreur de marketing et de manière de, on va dire, de proposer le programme que le programme en soi. Je trouve que le Devil Town, c'est singulier, mais si tu tiens, c'est pas forcément hyper engageant parce que c'est un peu complexe, c'est un peu trop complexe, je l'accorde, mais je trouve que ça propose quelque chose. Et donc, je suis juste déçu que pas énormément de gens aient adhéré à la proposition et soient allés au bout du truc. Donc c'est comme ça, j'ai énormément appris en termes de réalisation et de faire un film, et maintenant j'ai aussi appris en termes de comment diffuser, comment vendre un film, tout ça. Ça a été un énorme apprentissage Devil Town et une petite déception fatalement, parce que le dernier épisode il a même pas fait 2000 vues, alors que vous voyez, je suis presque à 18 000 abonnés, il y a 2000 personnes qui ont vu la fin de mon long métrage. Ça, c'est déprimant, quoi. Mais bon, c'est comme ça. Borat, qui a une chaîne YouTube très intéressante. Borat, franchement, il fait un gros taf. Il parle de plein de films. Il fait des rétrospectives de réalisateurs. Vous allez apprendre toute la création d'un film, d'une production, de comment ça s'est passé, et des films pas forcément toujours les plus consensuels et les plus populaires. Voilà, il a fait tout un truc sur Carpenter, sur Peter Jackson, sur Tsuyark, enfin bref. Allez checker sa chaîne, Borat, il mérite largement plus d'abonnés que ce qu'il a. Et quelle est la question qu'il m'a posée? Quels sont tes projets pour cette année? Plus ou moins répondu. Vas-tu continuer à faire des vidéos qui n'ont rien à voir avec des critiques à chaud? Oui, donc quand j'ai le temps, j'en fais. Quand j'ai des sujets qui m'inspirent, voilà, ça c'est une FAQ, ça n'a rien à voir avec des critiques à chaud. Oui. Après, j'essaie quand même de... Quand j'ai l'occasion de pouvoir parler des films, quand ils sont en salle et tout, je le fais. Mais il y a des fois où j'ai pas le temps, donc je me concentre sur d'autres sujets, en fait. Je pallie le fait de ne pas pouvoir voir les films dans l'actualité pour me concentrer sur d'autres sujets. J'ai une liste de vidéos que je dois faire, que je peux sortir à n'importe quel moment. Et l'actualité, j'essaye d'utiliser l'actualité pour rester dans le flux, parce que c'est aussi comme ça que ça marche. Les gens, je fais des vues grâce à l'actualité, qui vont être déportés sur des sujets hors actualité, pour leur permettre d'exister un peu. Donc quand j'ai pas le temps d'aller voir les films en salle, je fais d'autres vidéos hors critique à chaud. Là c'est vrai que j'ai dû enchaîner 4 critiques à chaud d'affilée ce mois-ci, parce que j'ai eu le temps d'aller voir les films, et donc quand j'ai le temps, j'en parle. Et quelles sont tes inspirations chez les autres youtubeurs? Eh ben écoute, depuis quelques années, je ne m'inspire plus de grand monde, je t'avoue. Voilà, j'essaye de faire un peu mon truc à moi, quand je vois
Voilà, honnêtement, hein, c'est con de dire ça, mais alors, on va dire, je vais faire comme Inde Panda parce que j'ai mis de la voix off. Ouais, ok, enfin, j'ai jamais vu une vidéo d'Inde Panda depuis je sais pas combien de temps, donc j'aurais du mal à dire que je plagie. Je fais des intros, donc peut-être comme Mr. Clapman, je sais pas. J'ai pas l'impression de m'inspirer, j'essaie d'avoir des idées, tu vois, par exemple la vidéo où je me dédouble sur Batman versus sur le DCU là, c'est une vidéo où j'ai eu l'idée en écrivant, je partais dans tous les sens et je me suis dit, ah, ce serait rigolo de créer des persos qui viennent interrompre pour justement partir dans tous les sens. Donc ce genre d'idée, je vais essayer d'en avoir le plus possible, après c'est chiant à mettre en place, il faut que ce soit cohérent avec ce que j'ai à dire, et de proposer des formats qui donc vont varier de plus en plus. Mais ça prend du temps et c'est pas toujours faisable, mais quand j'ai une bonne idée, je le fais. Voilà. Donc je m'inspire pas forcément d'autres gens, j'essaie de trouver des trucs par moi-même, mais il y a forcément des inspirations latentes, quoi, des trucs que je regarde et qui me parlent, quoi. Mais voilà, il y a un youtubeur peut-être dont j'aimerais beaucoup m'inspirer, c'est un youtubeur américain qui s'appelle Patrick H. William, qui lui fait des vidéos essais, mais avec de la mise en scène, et ça prend pas le pas vraiment sur ce que ça raconte. Voilà, je trouve que son format, il a trouvé un truc vraiment à lui, donc je ne vais pas faire la même chose, mais je trouve que de trouver vraiment un truc à soi, qui raconte, qui prenne pas le pas sur ce qu'on a à dire, parce que de mettre de la fiction, moi comme le Fossoyeur, je vais être honnête, la partie fiction ne m'a jamais intéressé. Donc j'adore ses analyses, le Fossoyeur, mais ses parties fiction, c'est pas ce que j'aime beaucoup. Et je trouve que il y a personne qui a vraiment réussi à mêler la fiction et les chroniques de manière harmonieuse à l'heure actuelle. Il y a rien qui vraiment m'a fait dire oh putain c'est ça. Donc je vais essayer de trouver un truc, mais je garantis pas que ça fonctionne non plus. Mais voilà, donc j'essaie de trouver une manière de rendre les chroniques plus divertissantes, mais sans que il y ait une partie fiction qui prenne nécessairement le pas et que t'aies pas envie d'écouter, quoi. Voilà, mais je dis pas y arriver. Hein. Nouvelle question de Alex Gombert, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire des vidéos et pourquoi l'idée de porter un masque? Alors l'idée de porter un masque, ça c'est vraiment la question que vous m'avez le plus posée, évidemment, c'est celle qui interpelle le plus sur ma chaîne, c'est pourquoi je suis le seul crétin de YouTube, sauf Masqué, le mec qui fait du rap, enfin qui fait des vidéos sur le rap, à porter un masque, un chapeau, quoi. Enfin, quelle idée de merde. Bah écoutez, ça date du début de la chaîne, où j'avais envie de créer une identité secrète, quoi, un peu à la mode, en mode Batman. Je suis un vrai fan de Batman, j'adore ce concept de personnage qui a deux vies et tout ça, donc j'ai décidé à mon échelle à moi de faire la même chose. Voilà, donc j'ai eu l'idée du critique masqué. Alors je pense que l'image, j'avais vraiment cette image d'un mec avec un haut de forme et un masque, un loup, un peu comme le héros, enfin pas le héros justement, le mec dans Sailor Moon, un peu ce style-là, ou Fantomas dans les vieilles affiches. Dans la vieille, ce à quoi Fantomas ressemblait au départ. Donc voilà, je me suis créé ce personnage, vous pouvez voir dans mes toutes premières vidéos, je suis très très loin d'avoir un design satisfaisant. Là, je trouve que depuis quelques temps, avec la veste, le masque noir, le beau chapeau haute forme, franchement, ça a de la gueule, je remercie ma femme, celle qui m'a offert le chapeau. Donc ça partait de cette idée de se créer un alter ego, et je trouve que sur Internet, on est quoi qu'il arrive sur des pseudos. Très peu de personnes utilisent leur vrai nom et prénom pour avoir leur identité internet. Et donc, bah, moi, quitte à pousser le truc jusqu'au bout, masquer mon identité, après, je suis totalement d'accord. Enfin, c'est un gimmick, les gars, hein, c'est un personnage. C'est-à-dire que je pourrais enlever mon masque, vous serez pas là à vous dire genre, oh, mais c'était lui, en fait. Non, enfin, voilà, j'ai mon identité de la vie de tous les jours, mais c'était vraiment un pastiche à la base, juste un comment créer un personnage. Et une fois que je joue le jeu, bah, le principe c'est de jouer le jeu jusqu'au bout, quoi. Enfin, je sais que c'est un peu ridicule, il y a des gens qui trouvent ça minable, enfin, ça déplaît à plein de gens que j'ai un masque, parce que voilà, je sais très bien que tu regardes une vidéo de la critique masquée et t'as quelqu'un qui connaît pas qui passe derrière toi, ça te fait un peu le seum, quoi. Enfin, tu te dis genre, enfin, les gens ils vont te regarder genre, mais pourquoi tu regardes un mec masqué, c'est chelou, quoi. Donc, je sais que je perds sûrement des abonnés, je perds sûrement des vues en ayant ce gimmick-là, mais écoutez, c'est le personnage que je me suis créé, je vais pas en démordre, voilà, je le conserve, ça fait partie, c'est l'identité de ma chaîne, c'est comme ça. Après, ça permet aussi de pas se concentrer sur ma personne. Le mec dit ça, il fait une FAQ, donc voilà. Mais c'est un personnage et vous pouvez vous détacher. Après, il y a le côté, voilà, vous savez pas d'où je viens, qui je suis, ça crée une forme de, pas une légende, mais un mystère qui fait que c'est le propos qui va compter. C'était ça à la base un peu le but de la critique masquée. Après, ce que je trouve rigolo, c'est qu'avec le temps, il y a différentes formes de médias qui se sont créés, donc par exemple Snapchat, Instagram, les stories, tout ça. Et le fait d'être critique masquée fait que je peux pas pleinement le faire à fond. C'est-à-dire que je peux pas avoir un compte Instagram et faire des stories tout le temps, ce que je fais dans ma vie de tous les jours. À une certaine époque, j'arrêtais pas de faire des stories sur Twitter, sur Snapchat, Instagram, mais pas en tant que critique masquée, parce que je me trimballe pas avec mon masque et mon chapeau tout le temps. Et donc, bah, mine de rien, ça a permis de créer une frontière dans ma vie entre ma vie de youtubeur qui est critique masquée et ma vie perso où je fais mes conneries, mais bah, vous êtes pas au courant parce que je suis pas la critique masquée, quoi. Donc c'est un mal pour un bien parce que certes, ça me fait perdre en popularité, je pense, mais je m'en fous. Par contre, ça me fait gagner
en indépendance, et ça permet de vraiment différencier ma vie perso de ma vie de youtubeur. Et vu que ma vie de youtubeur prend déjà pas mal de place dans ma vie perso, bah c'est pas plus mal. Je pense qu'il y a 2-3 personnes dans ma famille qui craqueraient vraiment sinon. Sinon, pourquoi et comment qu'est-ce qui m'a donné envie de me lancer? C'est ça, qu'est-ce qui m'a donné envie de faire des vidéos? Bah écoutez, c'était en voyant Durandal, qui faisait un vlog sur Snowpiercer, où j'étais pas du tout d'accord avec lui. Et je me suis dit, ah putain, faut vraiment que je commence à parler aussi de ciné, parce que je commence à être trop frustré de... Enfin, en fait, j'ai découvert Durandal, et je pense que le lendemain, je me suis dit, j'ai envie de faire comme lui. Enfin, plus ou moins. Et j'ai mis beaucoup de temps avant, par contre, de faire des critiques. C'est-à-dire qu'avant, je fais des vidéos thématiques, des vidéos sur les affiches. Je voulais pas faire du vlog, mais au fur et à mesure, je me suis de plus en plus, au fur et à mesure, je me suis frustré à pas parler de film, et donc la chaîne commence à être ce qu'elle est aujourd'hui, où j'ai repris les rênes depuis 2 ans en essayant de faire les choses un peu bien, de manière récurrente, et ça commence vraiment à fonctionner, donc je suis très heureux. Voilà pour l'histoire du masque, et voilà pour le lancement, et donc merci à Durandal de m'avoir motivé à me lancer. C'est grâce à lui que je suis là aujourd'hui, mine de rien. Johnny de la chaîne Réservoir Vlog, vous pouvez encore aller voir les liens dans la description, très bonne chaîne, il a fait une excellente vidéo sur Stallone, mais elle commence à cartonner, donc tant mieux pour lui. C'est beau de voir un mec qui a fait des super tafs et qui est récompensé pour le super taf qu'il a fait, donc ça franchement bravo Johnny. Et il me pose la question, combien de films as-tu vu? Alors je pense que c'est un peu, on s'est un peu pris le chou sur, c'est une vidéo à lui où je disais que, enfin bref. Vous irez voir sur Twitter, je comprends, je sais pourquoi il me pose cette question un peu. Je sais pas, j'ai pas compté honnêtement. Il y a des périodes de ma vie où je regardais énormément de films. Quand j'étais étudiant, tout ça, je pouvais enchaîner 3, 4, 5 films par jour, tous les jours quasiment. Maintenant, j'ai moins le temps, donc je regarde 1 ou 2 par jour, quasiment systématiquement. Voilà, donc après, vous calculez, ça fait en moyenne par an, j'ai dû voir, ouais, je dois voir 500 films par an, à la louche, depuis 20 ans minimum. Voilà, donc ça fait 500 fois 20, ça fait beaucoup. Ça fait quoi, 10 000? Non, qu'est-ce que je raconte? 500, 5000, oui 10 000 c'est ça, voilà, on va dire 10 000. Jack, hein, bon lui j'ai pas besoin de le présenter, hein, allez voir sa chaîne encore une fois, bon, il vient de passer les 14 000 abonnés, bravo Jack, bravo. Tu reprends du poil de la bête après avoir pas fait de vidéo pendant plusieurs temps, mais fais à ton rythme, t'expliques très bien les choses. Fais comme ça, c'est ta chaîne, et l'important c'est que tu t'épanouisses mec. Bref, Jack il me demande, quel est pour toi l'aboutissement ultime pour un vidéaste ciné? L'aboutissement ultime, je pense que... Alors, je pense pas que c'est d'en vivre, peut-être, mais moi j'aimerais pas en vivre, par exemple. Enfin, je le dis honnêtement, que ce soit ma source de revenus principale, YouTube, ça me ferait vraiment flipper. Et d'ailleurs, dont c'est le cas, je les trouve pas, ils ont pas l'air super heureux. Non, je pense que c'est d'être... peut-être d'être invité au Masque et la Plume, ça ce serait pas mal, ou chroniqueur chez le Cercle de Canal+. Non, mais je trouve qu'on est en train de marquer notre génération, chacun. On est en train de s'installer, alors il y a d'autres qui arrivent, et il y en a qui vont être remplacés, hein. Je dis pas que moi je fais partie ad vitam aeternam ou quoi que ce soit, mais voilà, on fait partie d'un mouvement sur une génération, c'est-à-dire qu'il y en a qui auront connu Durandal, le Fossoyeur in de Panda, il y en a d'autres qui vont un peu plus être familiarisés avec la deuxième génération qui arrive après, donc moi, The Film Talker, Dirty Tommy, Régis le Gorilla, Valou... Jack, voilà, tout cela, et c'est vrai que je suis déjà heureux de faire partie de quelque chose. Je trouve que déjà, rien que ça, qu'on se connaisse tous, qu'on dialogue souvent, qu'on se réponde mutuellement dans les trucs, voilà, enfin, ça fait plaisir. Pour moi, rien que ça, c'est un aboutissement d'avoir dépassé un peu le cadre du virtuel, parce qu'on s'est même rencontrés en vrai grâce au gardien, j'ai pas mentionné le gardien, mais voilà, et d'avoir marqué un tout petit peu, pendant un petit bout de temps, la manière dont on va parler de cinéma en France, voilà, sur YouTube, mais c'est une petite niche, mais voilà, on a fait partie d'un petit mouvement, et ça m'a fait plaisir, et pour moi, rien que ça, c'est un aboutissement en soi. Quel est, selon toi, le but à atteindre? Bah, honnêtement, c'est juste d'être heureux, quoi. Non, mais c'est débile, c'est cliché, mais je pense pas qu'il y ait de but à atteindre. Moi, mon but, ce serait de trouver un format qui cartonne, qui plaise, donc, et qui mélange de la mise en scène et de l'analyse cinéma, mais de manière hyper organique. Voilà, qu'il y ait vraiment un truc où tu regardes et t'apprennes sur le ciné, mais que tu aies aussi l'impression de regarder un film. Mais voilà, j'ai plusieurs idées que je vais essayer de mettre en place au fur et à mesure, mais pour le moment, j'ai pas encore réussi ni à le faire, ni à le proposer, ni à vraiment le conceptualiser totalement. Mais je suis en recherche de trucs, voilà. Je trouve que par exemple, c'est débile, mais ce qu'on fait avec David, qui est le truc de scénariste, là, ça arrive à te parler de cinéma de manière rigolote. C'est-à-dire que, mine de rien, on parle de dramaturgie derrière nos blagues, on parle bon, évidemment, on exagère les trucs et on tombe dans l'absurdité, mais ça te permet d'avoir une certaine réflexion sur des trucs de scénario. Autrement que des vidéos juste avec Honest Trailer, qui est aussi une très bonne forme de ce style-là, justement, de parodie et de satire. Mais je trouve que c'est de la fiction, et à la fois, ça arrive à te parler de cinéma, quoi.
peut-être pas de manière très intelligente, certes, mais je trouve que c'est déjà un premier pas vers ce que j'aimerais bien faire un peu plus, vous voyez. Voilà. Donc c'est pas l'aboutissement, mais en tout cas, moi j'aimerais bien arriver à ce niveau-là, à proposer pas que ça, mais énormément de ça. Et si je pouvais refaire un film de ton choix, parce que l'original est mauvais, ou pour t'éclater à le réaliser, à toi de voir, lequel ce serait? Alors, pour m'éclater, ce serait clairement un film, où on voyage beaucoup. Je sais pas trop. Putain, j'ai ce genre de film, genre d'idée, j'arrive pas trop à avoir un truc en tête là, tout de suite. Là. Bah écoute, j'y repense et si j'ai une illumination, je reviens sur cette question. Question de Ewok 993. Yo, pourrais-tu nous expliquer la genèse du CCU et nous livrer quelques anecdotes marrantes lors des tournages? Ah, et aussi rendre la Ferrari et la Villa. Philippe Lachaud s'impatiente. Bon, alors pour la Ferrari et la Villa, bon, bah, je la garde. Il m'avait promis d'avoir une belle voiture si je parlais en bien de Nicky Larson. Je la garde, voilà, c'est comme ça. Hein. Et pour ce qui est du CCU, alors la jeunesse du CCU, c'est très simple. Ça part d'une conversation Twitter que j'ai envoyée à à tous les membres du CCU finalement. Où j'ai dit, bah écoute, ça vous dirait qu'on se réunisse pour discuter de différents sujets. J'ai pris un peu le principe de faire, on va dire que je suis l'instigateur du truc, oui, parce que c'est moi qui ai fait la démarche de commencer le machin, mais au final, tout le monde a participé également. Voilà, le concept de base, c'était de se dire, on enregistre chacun un sujet où on est le maître du sujet, et pendant une demi-heure, une heure, on parle de ce sujet-là. Comme ça, chacun a sa propre émission, et n'est pas obligé de se plier voilà, une entité qui choisirait tout pour les autres. C'est pour ça que dans le premier CCU qu'on a fait, il y avait Valou par exemple qui parlait de John Berthold. Moi, je crois que c'était sur les réalisateurs de chaque pays. Enfin, voilà, et les cousins du cinéma à l'époque, c'était sur Netflix et le cinéma. Et Reg, c'était... Ah, j'ai oublié celui de Reg. Bah ouais, j'ai oublié celui de Reg. Triste. Désolé Reg, mais j'ai oublié ton débat, je sais plus du tout ce que c'était. Voilà, donc chacun avait son débat, donc c'était plutôt cool, bonne ambiance. On a eu la chance de réussir aussi à faire celui sur Star Wars, on avait le temps pour enregistrer celui sur Star Wars, et ce qui nous a permis un peu de lancer le délire, parce que voilà, on était tous réunis pour parler de Star Wars le samedi de la sortie, donc c'est une de mes vidéos qui a fait le plus de vues, et ça a permis un peu d'ancrer le truc, voilà, pour tout le monde, voilà, le CCU. Et je crois que le nom c'est Valou qui l'a trouvé un peu plus tard, donc c'est arrivé pour la deuxième session. Donc on a essayé d'en faire plusieurs, après c'est pas évident de coordonner les rencontres de chacun. Alors comme anecdote rigolote, écoutez, je peux vous dire que on a enregistré plein de trucs qu'on ne vous a pas diffusés. Je crois qu'il y a 2 ou 3 débats entiers qui n'ont pas été diffusés parce que les propriétaires de chaque chaîne n'avaient pas forcément envie ou eu la flemme de faire le montage. Voilà, au final c'était plus le fait de se voir tous ensemble et de participer au débat qui était sympa. Il y a des sujets qui ont été improvisés 2 secondes avant de faire le débat, vraiment, parce que les sujets choisis à la base n'étaient pas forcément pertinents. On a enregistré des émissions entre les débats, parce qu'on attendait des gens qui avaient des galères de train, donc à chaque fois c'était les emplois du temps, on prenait toute la journée pour le faire. On a enregistré 5-6 débats, et bon, il y a des fois on devait attendre que des gens arrivent, que des gens partent. Donc on avait enregistré une émission qui s'appelait Pop Clash, je crois, avec Ivan, avec Valou et Reg, où c'était un espèce de clash sur des films, mais le problème c'est que j'ai jamais monté le truc, et... Bon bah c'était vraiment un test et je pense pas que c'était hyper... ça valait pas le coup d'être diffusé, mais voilà, en tout cas, peut-être qu'un jour, je m'attaquerai à ça et je vous les montrerai en bonus de quelque chose. Mais voilà, à chaque fois on se marre bien, on boit pas vraiment d'alcool, on parle de Cinoche, et après surtout ce qui est bien c'est qu'on peut parler de notre expérience sur YouTube, parce qu'on est tous des youtubeurs et mine de rien... quand tu vois d'autres youtubeurs, c'est important, t'as envie de partager ce que c'est, de sortir des vidéos, de faire des vues, de gagner de l'argent, comment ça fonctionne chez toi. Enfin voilà, c'est quelque chose dont on peut pas parler avec les gens de notre entourage, quoi. Donc quand on se réunit, c'est vrai qu'on parle pas mal du fait d'être youtubeur, mine de rien, d'être petit youtubeur cinéma, mais voilà. Donc à chaque fois, c'était un plaisir de le faire, le CCU, et j'espère qu'il y en aura d'autres. Là, on n'a pas fait depuis belle lurette, mais voilà, il n'y a pas de raison qu'on en fasse plus jamais, quoi. Dr Snake qui me dit « À quand un nouveau métrage? Sinon, continuez de faire de la qualité, de nous apprendre des choses. » Un long métrage, je sais pas, franchement. J'ai un projet potentiel que j'aimerais bien réaliser, mais j'ai peur de partir en mode comme j'ai fait avec Devil Town, de le réaliser avec mon zizi et mon couteau, quoi. Donc je sais pas. La question en suspens. J'ai un scénario d'écrit, j'ai un autre qui est en cours d'écriture, donc un vrai long métrage. Je sais pas. Après, j'espère des courts-métrages mi-fiction, mi-chronique qui devraient arriver dans l'année si je me sors un peu les doigts des fesses. Mais alors, question de La Grande Gueule qui a une chaîne YouTube, vous pouvez aller la checker, voilà, on s'était rencontrés à la rencontre abonnée, organisée par le gardien, et elle me demande, quelle est la vidéo qui t'a fait le plus péter un câble lors du montage? Alors, tristement, c'est ma vidéo, je crois, sur Spider-Man,
je sais plus lequel, soit celui sur les scénarios de Spider-Man ou sur Spider-Man New Generation, parce qu'au moment du montage, j'avais un bug sur mon ordinateur qui faisait que le logiciel plantait. Je sais, il plante toujours, mais j'ai réussi à comprendre comment éviter de le faire planter. Donc c'était assez insupportable. Donc finalement, c'était pas la plus dure à monter, mais vu que j'ai perdu 2-3 fois une grande avancement parce que je sauvegardais pas assez souvent, ça m'a vraiment fait péter un câble. Donc cette petite période de 3 vidéos que j'ai fait sur le DCU, sur Spider-Man, là, cette semaine en montage, ça a été l'enfer à cause d'un bug sur Premiere Pro. C'était horrible. Question des assoiffés de ciné, donc pareil, je mettrai le lien vers leur chaîne en description. C'était aussi rencontré à Montpellier grâce aux gardiens. Voilà, ils font aussi des critiques. N'hésitez pas à les checker. Et leur question, c'est quel est le film qui te donne le plus de courage et de motivation? Alors, j'ai pas vraiment de film qui me donne du courage ou de la motivation. J'essaie d'y réfléchir depuis que j'ai eu cette question. Je vois pas. Je sais qu'il y a des films que je vais mettre quand je me sens un peu ouais, nostalgique ou mélancolique. Il y a par exemple un film comme Kiki la petite sorcière de Miyazaki que je me mets quand j'ai envie d'avoir un petit truc chaleureux, ou l'Auberge espagnole. Ça fait partie de ces films que j'aime bien me regarder. Ça va être l'Auberge espagnole qui fait partie de ces films où j'ai l'impression de retrouver un cocon d'un truc qui me rend heureux, quoi, de regarder ce film. Mais après, j'ai pas de film, genre, je sais qu'il y a des gens qui regardent Rocky pour se donner la patate, ou ce genre de truc. J'ai pas l'impression d'avoir un film qui me fout vraiment la patate en me disant, ouais, c'est le film pour... Mais peut-être qu'au fur et à mesure de cette FAQ, je reviendrai sur cette question, c'était FAQ, pour répondre, parce que j'aurai une illumination, mais sinon, j'en ai pas vraiment eu. Question de Tarankik qui me demande, salut, ton film est réal préféré. Et tu écoutes quoi comme musique, et ton premier film au ciné, et tu vas réaliser des projets. Donc pour les projets, j'ai plus ou moins parlé, vous avez vu, c'est un peu nébuleux. Mon film et mon réal préféré, ah c'est dur à répondre franchement. D'habitude je répondais Forrest Gump pour mon film préféré, parce que je trouve que c'est un film que j'adore. Avec le temps, je pense que je l'aime moins que peut-être d'autres films, mais bon, j'ai envie de dire Forrest Gump. Ça peut paraître crétin, mais voilà, c'est comme ça. C'est celui que je choisis pour dire mon film préféré. Mais après, vous me mettez La Communauté de l'Anneau, Indiana Jones, Star Wars... je ne vais pas cracher dessus non plus. Tu vois, dans les petits films, j'adore un film comme Soul Kitchen, film allemand, là, qui est énorme. Everybody Wants Some de Linklater, il peut rentrer dans cette catégorie-là. Voilà, il y a quand même pas mal de trucs, quoi. Un film comme Ituma Matambien, un film comme La Cité de Dieu. Voilà, ça, c'est des films que je trouve extraordinaires, donc ça peut faire partie de mes films préférés aussi. Et mon réal préféré, très dur aussi de décider, je pense que c'est James Cameron. Je pense que c'est le réal où je sais que chacun de ses films, je les aime. Voilà. C'est vraiment le réal où j'aime chacun de ses films. Il n'y a pas un seul de ses films où je me dis « Ah !» Voilà, donc en y réfléchissant, c'est probablement celui que je préfère. Ton premier film au ciné, j'en ai malheureusement aucun souvenir, et personne dans ma famille est capable de me dire c'était quoi. Moi, j'ai un vague souvenir de Aladdin, donc ça date à mon avis il y a belle lurette, mais je dois avoir 3 ou 4 ans, mais je peux pas te dire si c'est le premier, quoi. Et j'écoute quoi comme musique? De la merde. Je suis très... j'ai vraiment des goûts de chiottes en musique, donc majoritairement du rock, on va dire un peu ancien, mais et des musiques un peu cheloues. Genre j'aime bien écouter des chorales ou ce genre de trucs, des covers en chorale. Enfin, ouais, j'ai vraiment des goûts de merde. Quelques BO de films aussi quand même, hein, mais bon, je suis pas un grand mélomane, vraiment pas du tout. Hein. Jus de raisin qui me pose la question, quel est le film qui te fait pleurer? Alors, c'est rare qu'un film me fasse pleurer 2 fois déjà, je dois vous avouer qu'une fois qu'il a réussi à me faire pleurer, ça m'arrive pas toujours de repleurer devant un film, mais le vrai film qui m'a fait pleurer toutes les larmes de mon corps, c'est un film avec Sean Penn qui s'appelle Sam, je suis Sam, où il joue quelqu'un qui est déficient mental, qui est retardé, je sais pas comment c'est quoi le terme politiquement correct pour le dire, et c'est un film qui m'a dévasté. Voilà, donc j'ai pleuré, je pense, à partir de la 30e minute du film jusqu'à la fin, j'ai pleuré. J'ai dû perdre 2 litres d'eau pendant cette séance-là. C'était chez moi. Mais voilà. Donc il y a d'autres films qui m'ont fait pleurer depuis, mais c'est mon gros souvenir lacrymal. C'est Sam, je suis Sam. Luan N, qui a une chaîne YouTube, vous pouvez la checker, il parle de séries, de cinéma et de catch. Voilà, regardes-tu des courts-métrages amateurs? Non, enfin, j'en regarde plus. J'en ai trop vu à l'époque où j'étais à l'école. Et maintenant, ça me fait chier. Voilà. C'est triste parce qu'il doit y avoir plein de bons trucs. Mais globalement, je regarde quasiment pas. Donc la question d'après, c'était quels sont ceux que je pourrais conseiller? Bah écoute, je peux te conseiller un court-métrage qui n'est pas amateur, qui s'appelle Omnibus, qui est un court-métrage de Sam Karman, qui a gagné l'Oscar du meilleur court-métrage en 90 et quelques, qui est vachement bien. Mais sinon, j'en regarde vraiment pas beaucoup. Question un peu liée de Ayaki Halliwell. Tu penses faire d'autres courts-métrages à l'avenir?
Oui, 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 je vais essayer cette année de proposer plusieurs programmes de fiction, avec soit que de la fiction, un peu comme on fait avec David de Film Talker, là, sur les Roger et Steve qui écrivent des films, même si c'est très basique en termes de mise en scène et tout, mais ça reste de la fiction. Et je vais proposer des vrais trucs de fiction si je me mets un peu à le faire, si j'ai le temps, et des chroniques un peu mixées, fiction, comme j'ai pu faire avec le truc sur les braquages, mais ça demandait du temps, j'avais pas le temps de le faire, ou l'envie de prendre autant de temps pour le faire récemment, mais là je commence à avoir du temps qui se libère, donc je vais en profiter. Donc c'est en écriture, tout ça, il y a plusieurs films, enfin plusieurs sujets qui sont en écriture. Même si ça bide, écoutez, et bah c'est pas grave, au moins je me serais fait kiffer. Il y a E36 qui me demande le film que tu aimes et que tout le monde déteste, et inversement. Le film que j'aime et que tout le monde déteste, je pense qu'il y a Protéger et Servir, il y a Alien Covenant, évidemment, il y a, je vais peut-être faire une vidéo un jour dessus sur les films que je déteste, enfin que j'aime et que tout le monde déteste, Fatal, de Michael Youn, que beaucoup de gens n'aiment pas, voilà, je pense que c'est déjà pas mal en trio de tête dans les trucs. Il y a plein de comédies de merde que j'aime bien et que les gens aiment pas. Et j'ai un truc pour les comédies que les gens, j'ai une tolérance très grande, et j'essaie de pas les aborder avec une forme de, un côté hautain, parce que la comédie, il faut se laisser aller. Et si t'arrives avec des réticences en te disant que t'es trop intelligent pour rire à ces blagues de merde, tu vas forcément pas rire. Et beaucoup de gens à l'heure actuelle sont beaucoup moins propices à se laisser emporter par des comédies, peut-être parce qu'elles sont moins bonnes, moi je pense pas nécessairement, et donc sont très méfiants vis-à-vis des comédies, et ils n'y vont pas toujours avec une bonne optique. Et moi j'avoue qu'il y a plein de comédies, tu vois cette année par exemple, Taxi 5 est un truc qui m'a fait rire, là où tout le monde a trouvé ça atterrant, parce que j'ai une tolérance différente, je pense, je suis très très bon client. Voilà. Julien Jovelin, salut Julien. Merci hein, Julien, t'es là quasiment à chaque vidéo, ça fait super plaisir. En plus on se connaît en vrai, donc c'est cool. Donc salut Critique Masqué, est-ce que Batman va revenir? Bah oui, Batman avec qui je faisais des sketchs, elle va revenir mais sous d'autres formes. Voilà, mais elle va revenir, mais peut-être pas en tant que Batman tout de suite. Il y a différents formats qui vont arriver où elle va être dedans. Voilà. Donc première question. Ah mais t'as posé beaucoup de questions en fait. Est-ce que tu vas réouvrir la porte aux guests pour les critiques? Je sais pas si je l'ai déjà fait en fait. J'ai déjà fait? J'ai déjà fait des critiques avec des guests? Pas trop. Mais oui, je suis jamais contre. Après, faut que l'occasion se présente. Ce qui n'est pas toujours le cas. Est-ce que je ferai plus de rétro-critiques quand les suites arrivent dans des salles? C'est possible, c'est toujours agréable à faire les rétro-critiques, ça me prend pas mal de temps, pour pas toujours des résultats faramineux, mais écoute, si j'ai la motivation et que je sens que ça vaut le coup, je le ferai. Après, c'est vrai qu'il y a j'ai pas envie de faire des vidéos sur des trucs qui ont déjà été super faits, parce que je suis pas quelqu'un qui trouve des angles particulièrement nouveaux, donc voilà, si des gens se sont déjà fait chier à faire des rétro-critiques sur certaines sagas, je trouve, genre Star Wars par exemple, je trouverais ça pas forcément très intéressant de faire toute la saga Star Wars juste en rétrospective, parce que j'ai l'impression que tout a déjà été dit. Un peu. Est-ce que je vais faire d'autres classements que celui du MCU? Déjà, je vais finir celui du MCU. Et oui, j'aime bien faire des classements de temps en temps, mais c'est de manière, c'est vraiment aléatoire, quoi. C'est quand j'ai l'idée, quand j'ai envie, quand je le sens. Est-ce que je vais faire des rétrospectives de réalisateurs? J'ai peut-être envie, mais à la fois, je préfère tout condenser en une seule vidéo pour parler du réalisateur. Je pense que c'est plus intéressant que de faire trop de vidéos sur un seul mec. Voilà, donc ça peut arriver. Il y a eu le truc sur Murnau, par exemple, et bah, ce format-là, un peu réadapté, sur d'autres réalisateurs, oui, je pense. Et faire un unboxing des coffrets des Césars, non. Je crois que ça intéresse personne, malheureusement. Enfin, moi, je trouve ça rigolo, mais c'est long et laborieux, et vu qu'en fait, je vois pas énormément de films français, j'ai rien à dire sur tous les films, parce que je les connais pas, et je profite d'avoir le coffret pour les rattraper, justement. Voilà. Est-ce que je lancerai une série de rétrocritiques de films pourris? Bah, j'ai fait quand même Fast and Furious, mais c'est pas pourri, mais bon, voilà, quoi. Et Les Tuches aussi, j'aime bien, mais voilà. Non, bah, écoute, je sais pas, ça se fait... si j'ai une idée, pourquoi pas, mais... Rien n'est dit, rien n'est dit. Est-ce que je vais rediffuser l'intégralité de Devil Town avec des commentaires audio? Écoute, j'aimerais bien faire une vraie diffusion dans une salle, avec une version cinéma, et j'aimerais aussi, oui, je pense que je vais un jour re-uploader en version film Devil Town sur ma chaîne, pour fêter un nombre d'abonnés, histoire que le projet voilà, soit un poil plus vu par plus de monde, mais dans un format plus concis peut-être, voilà, en refaisant un peu un remontage. Oui, c'est possible. Avec les commentaires audio, oui, à un moment, il faudra que je fasse des commentaires audio aussi. Tout ça, mais c'est trop tôt. J'ai du mal à... J'ai encore la plaie est trop béante. Comme tu parles peu de séries et plus de cinéma, est-ce que tu envisagerais d'étendre tes critiques à la télé ou au théâtre? Non, franchement, même les séries, j'en fais de temps en temps quand j'ai vraiment une série qui me parle et que j'ai envie d'en parler, mais c'est rare. Et en plus, de plus en plus, vous n'êtes pas l'audience, quoi. Donc, c'est forcé, quoi, de parler de séries sur ma chaîne, je me rends compte. J'ai fait une vidéo qui a cartonné sur les séries, c'est 13 Reasons Why, parce que j'avais un angle très précis. Mais sinon, c'est vrai que ça vous intéresse pas, quoi. Enfin, même quand je parle d'une série comme Le Bureau des légendes, que j'adore, c'est la vidéo que j'ai fait le moins de vues depuis 3 ans, quoi.
Donc je vais pas pousser. Et le théâtre, j'y vais malheureusement beaucoup trop peu souvent. Donc voilà, merci Julien pour tes 25 questions, mais merci, ça m'a fait plaisir de pouvoir te répondre dans cette vidéo. Que penses-tu des choix de Thomas Tuchel? Est-il l'entraîneur qu'il faut pour le PSG? Alors, moi, grand fan du PSG, oui, mais j'ai totalement lâché le foot, donc je sais pas. Voilà. Je sais juste qu'il a bien fait d'enlever Rabiot de son milieu de terrain parce que ça marchait mieux sans lui. Mais après, j'ai vraiment pas suivi la saison du PSG cette année. Donc désolé les Bonnet Brothers, évidemment. Très bon compte Twitter, les Bonnet Brothers, n'hésitez pas à les checker aussi. Mais leur nom, oui, c'est Bonnet Brothers, voilà. Mais par contre, je pourrais pas te répondre à cette question. Donc je sais pas si c'est le bon entraîneur, j'ai tellement pas suivi cette année, j'espère juste. Je vais regarder au moins la Ligue des Champions, ça je vais faire gaffe, mais sinon, là, le championnat et tout ça, j'ai pas du tout suivi. J'ai plus le temps, je regarde plus le foot et j'arrête de jouer aux jeux vidéo. C'est les deux passions que j'ai lâchées ces 5 dernières années. Mais il s'est passé des choses dans ma vie qui font que j'ai lâché, quoi. Alors, Régé le Gorilla, il me demande si je préfère coucher avec The Finn Tucker, Mr. Clapman, Valou ou lui-même. Alors, je lui ai proposé de pas faire un je préfère coucher avec, mais de faire un baise, épouse, devient et tue. Voilà, alors je préfère donc épouser... je préfère épouser The Finn Tucker quand même, je pense qu'on fera un beau couple. Je baiserai Valou parce qu'il est saillant. Je tuerai Régé le Gorilla parce que je pense que Reg, il a un peu... Ça peut être un John Wick si tu l'emmerdes, si tu le fais bref, faut pas le faire chier, je pense. Et donc fatalement, le dernier, c'est que je deviendrai Clapman. Putain, j'aurai plus d'abonnés. Trop de chance, voilà Reg. Je pense que j'ai répondu à tout. Si tu devais te battre en 1 versus 1 avec un réel ciné, ce serait qui et pourquoi? La question tordue. Alors, ce serait Luc Besson, juste parce que, à mon avis, je lui foutrais une race, et que ça a l'air d'être un sale type, donc ça me ferait pas de la peine de le défoncer, quoi. Voilà. Mais primaire, hein. Vraiment primaire comme délire. Quel est selon toi le meilleur film d'action de tous les temps et pourquoi? Alors, je pense que c'est Die Hard. Voilà, j'ai mis du temps à reconnaître, ou Terminator 2. Allez, on va dire Terminator 2 parce que c'est un film que j'aime de tout mon cœur depuis toujours. Donc Terminator 2 parce que c'est à la fois de la SF, à la fois de l'action. C'est simple mais tellement efficace et c'est grandiose. Et hasta la vista baby, quoi. Le mec a dit qu'il n'allait pas faire une vidéo interminable et pourtant c'est le cas. Il va faire une vidéo interminable. Loïc M qui me demande, tu penses quoi des films de Nicolas Winding Refn? Bah écoutez, j'ai pas vu sa première trilogie là, Pusher, donc j'ai pas vu Pusher, je l'ai commencé à le suivre avec Valhalla Rising, Drive et Only God Forgives et le dernier, The Neon Demon, c'est les 4 de lui que j'ai vu, je crois que j'ai pas vu non plus Bronson. Écoute, j'aime bien, je trouve qu'à chaque fois il propose des vraies expériences, j'aime beaucoup son esthétisme, je trouve Drive magnifique et la BO extraordinaire. Drive c'est vraiment un film qui m'a habité pas mal de temps, dont la BO vraiment me renvoie à une époque et tout, donc c'est un cinéaste que j'aime beaucoup. Après, par exemple quand il fait Only God Forgive, je trouve ça intéressant, mais je vois où il veut en venir, et à la fois ça ne me transcende pas plus que ça. Mais par exemple, Devon, j'ai adoré. Je crois qu'il était dans mon top l'année où il est sorti. Butch Wallace qui me demande à quoi servent les 3 coquillages. Alors j'aurais envie de dire à se torcher le cul, mais alors comment je me suis imaginé ça? Je trouve que c'est un truc, donc ça vient de Demolition Man, hein, c'est le truc qui m'a obsédé toute mon enfance, évidemment, comme beaucoup de gens, parce qu'à chaque fois qu'il veut se torcher le cul, ils lui disent mais il s'est pas sérieux les 3 coquillages, et je trouve que c'est un niveau d'absurde qui est total, parce que chacun va s'imaginer quelque chose, mais à la fois il n'y a rien de... Tu peux jamais vraiment t'imaginer quelque chose de précis. Il lâche rien, quoi. Il lâche aucune info. Et c'est mythique. Et ça, c'est un truc qu'Hollywood ne ferait plus. C'est-à-dire que je pense que Hollywood, à l'heure actuelle, il te sortirait une connerie quelque part pour t'expliquer les 3 coquillages. Ils assumeraient pas de te laisser à ce point-là dans le flou. Donc c'est symptomatique d'une époque où on filait pas tout. Même dans les gros divertissements populaires, on ne filait pas tout. Et je pense qu'aujourd'hui, tu aurais un film qui ferait ça, tu aurais le réal qui se ferait harceler sur je sais pas quel réseau social pour lâcher l'affaire et qui finirait par trouver une explication de merde. Ce serait obligé, parce que c'est comme ça que ça marche. Ça fait un peu vieux con tout ce que je viens de dire, mais écoutez, je suis un vieux con. J'ai 30 ans. Hein. Persifiant qui me dit, est-ce que le fait de porter un masque te permet plus de liberté dans les prises de position, te déstresse? Pas du tout. Honnêtement, il y a plein de gens qui me tombent dessus souvent pour me dire ouais, tu te caches derrière ton masque et tout ça. Je dirais la même chose sans masque, mais comme je vous l'ai dit, c'est un gimmick. C'est-à-dire qu'un mec comme, je sais pas, Durandal ou même tous les autres ont des pseudos. Donc c'est le même principe. Enfin, on est sous une identité. À partir du moment où on crée notre identité de net, Internet, on est pareil, quoi. Que j'ai un masque ou pas, honnêtement, ça change pas le fait. J'ai pas l'impression de pas être courageux parce que je mets un masque. Enfin, c'est juste un gimmick, les gars. Donc les gens qui m'accusent, parce que c'est souvent des gens de passage qui viennent m'insulter en disant ouais, t'as pas de couilles, tu te caches derrière un masque, mec, ça changerait quoi que j'ai pas un masque? Ça changerait quoi, honnêtement? Tu me croiserais dans la rue, t'arriverais à me reconnaître, donc tu pourrais être vénère, mais ça n'a pas de sens, c'est un personnage, c'est juste que je reste la critique masquée sur Internet, quoi qu'il arrive, mon Twitter c'est la critique masquée, YouTube aussi, donc je me dissimule pas plus que ça, pas plus qu'un mec qui a un pseudo et
Et à part le fait que tu vas le reconnaître dans la rue, c'est tout. Et encore, moi, plein de gens me reconnaissent grâce à ma voix, donc plein. J'abuse un peu, mais quelques personnes m'ont reconnu grâce à ma voix, ouais. Gaspard Fontaine qui me demande les vidéos, comment ils ont écrit un film avec The Film Talker sont écrites à l'avance ou vous faites un peu d'impro? Alors, question intéressante, donc on va parler un peu du processus de création de ce programme-là. Le principe, c'est qu'on définit un film qu'on considère soit pourri, soit problématique, ou que l'un et l'autre est... voilà, par exemple, Batman, lui, il adore The Dark Knight. Il adore The Dark Knight Rises, David de Fintalker. Moi, je le déteste. Donc, il me l'a proposé, j'ai dit oui, vas-y, moi, je vais kiffer. Le principe, c'est qu'on le regarde avant, chacun dans notre coin, on note mutuellement des vannes potentielles. Voilà, on se réunit le matin, on écrit tout un plan. C'est comme ça qu'on a fait. On écrit vraiment un plan avec des... Pas forcément les vannes, genre on n'écrit pas les vannes, genre les dialogues précis, mais on écrit quelle vanne on va faire. Voilà. Donc voilà, par exemple, on doit faire une vanne sur le pingouin. Voilà. Donc on sait qu'on va faire tout un espèce de cheminement, et après on lance la caméra, et pendant 2-3 heures, on enchaîne, et on improvise, on teste des trucs, on refait les impros quand on sent qu'il y a un bon ping-pong, mais qu'il y en a un qui a mal dit un truc. Voilà, pendant 2-3 heures, on travaille, et à la fin, il y a un gros travail de montage, parce que on arrive avec, je sais pas moi, 3 heures de rush, donc 3 heures d'image en tout. À la fin, il y a un premier montage où on garde toutes les blagues, et on se les rééchange pour voir ce qu'on garde ou pas. Donc toutes les blagues, par exemple, Dark Knight Rises, le sketch, il fait 15 minutes. Hein. En gardant toutes les blagues à la base, il fait 40 minutes, je crois. Donc on a enlevé 25 minutes de blagues. Enfin, vous voyez, on élague énormément. C'est-à-dire qu'il y a vraiment 25 minutes de blagues inédites, hein, qui sont pas juste des autres prises des blagues qu'on a faites, qu'on a enlevées parce qu'on considérait qu'elles n'étaient pas assez drôles. Et on a quand même gardé 15 minutes de blagues, et même là-dedans, on aurait pu encore élaguer, mais il y a un moment où, quand ça nous fait rire, quand on le revoit plusieurs fois, on se dit que ça vaut le coup de vous les montrer. Donc peut-être qu'un jour, vous aurez une compile qui sortira de toutes les blagues qu'on n'a pas mises, parce que aussi bien sur Star Wars, sur Venom que sur Batman, on a vraiment, je pense, 1h30 de blagues en plus qu'on n'a juste pas posté. Mais qui, à la fois, moi, il y en a qui me faisaient vraiment marrer, mais lui, il les trouvait pas terribles, ou l'inverse. Et le but, c'est qu'on poste uniquement les blagues qui, tous les deux, nous font vraiment marrer, quoi. Dès qu'il y en a un qui a un doute sur un truc, on ne le met pas comme ça. Plus c'est dynamique, je pense, plus c'est efficace. Mais on n'est pas à l'abri un jour de tous vous les montrer. Et sinon, le film que t'attends le plus dans les années à venir, je pense que c'est le World War Z 2 de David Fincher. Je pense que c'est le film où j'ai le plus d'impatience parce que je me dis, mais qu'est-ce qu'il va faire? Il a moyen de faire un film de ouf. Et David Fincher. Ghostface Star qui me demande, salut, que penses-tu des adaptations de Stephen King en général? Écoute, j'ai jamais lu un de ses bouquins. Donc, j'ai pas trop d'avis là-dessus. J'aime bien Shining, mais à ce qui paraît, ça ressemble pas à du Stephen King. C'est pas un univers que je connais, désolé. Enfin, j'aime bien les évadés, les univers, hein, voilà, mais par rapport à Stephen King, je n'en sais rien. Donc, il y a Michel Sasson qui me demande le film qui t'a changé la vie petit, qui a fait démarrer ta passion. Lui, il me dit que c'est E.T. et Jurassic Park. Moi, j'arrive pas trop à situer. Je sais qu'il y a des films que je trouve importants dans ma vie. C'est Un long dimanche de fiançailles, donc qui vraiment m'a donné envie de me dire que le cinéma français pouvait proposer des films assez épiques et poétiques. Donc c'est vraiment un film qui a été important pour moi. Il y a Les Fils de l'Homme, où quand je l'ai vu, je me suis dit, ce mec a révolutionné la mise en scène. Et Tree of Life, qui a aussi été un film où je me suis dit, le mec a encore une fois poussé et est allé dans une direction qu'aucun autre mec avait fait avant, et je trouve ça extraordinaire. Après, je trouve que ce qu'il a fait après, Terrence Malick, ne m'a pas plus conquis que ça, mais en tout cas, Tree of Life, ça a été vraiment un truc qui m'a chamboulé. Donc vous voyez, j'étais quand même assez âgé. La passion du ciné, j'ai l'impression de toujours l'avoir eue. J'ai pas sur ce déclic du film d'enfance qui m'a dit, ah, j'aime le cinéma grâce à ce film-là. J'ai toujours regardé des films parce que je viens d'une famille qui regarde beaucoup de films. Tous mes frères et sœurs étaient cinéphiles, enfin en tout cas amateurs de cinéma. Donc j'ai toujours eu des films à la maison. Voilà, ça a toujours été quelque chose qui était présent chez moi, le cinéma. Donc il n'y a pas un film qui a déclenché ça, quoi. Je ne fais pas partie des gens dont les parents, par exemple, n'étaient pas du tout amateurs de films et qui ont dû faire un travail par eux-mêmes. Moi, ça a toujours été le cas. J'ai toujours regardé des films seul ou avec ma famille. Jules ISS qui me demande, est-ce que tu peux faire la roue? Oui, mais là, je suis assis derrière un bureau et j'ai pas la place. Et d'ailleurs, je dis oui. Je n'ai pas essayé depuis longtemps. Je pense que j'ai 2-3 kilos en plus et que, à mon avis, je serais un peu minable à essayer de faire la roue. Mais peut-être, si je sors et que j'ai ma caméra et mon masque et mon chapeau, je tenterai une roue peut-être. Mais je vous garantis vraiment pas. Thibaut Bridge qui me demande, que penses-tu de ces célébrités qui sont mises dans le doublage dans les films d'animation alors qu'ils sont parfois aucune expérience dans le domaine? Alors, ce que j'en pense, c'est qu'il faut pas en parler, en fait. Ils font ça uniquement pour qu'on en parle, et le fait d'en parler, ça leur donne raison. Voilà. Quand tout le monde, sur Twitter, bon bah là c'était pour un film qui était plutôt bien, mais voilà, va parler du fait qu'ils ont mis Kipembe et Olivier Giroud dans le dernier Spider-Man,
au final, on ne fait que parler de ça, donc on leur donne raison. Voilà, enfin, vous comprenez la logique du truc. Eux, ils prennent des gens, bon, au final, c'est pour des rôles hyper minimes, donc il n'y a pas non plus de quoi s'offusquer plus que ça, mais il y a eu des exemples de doublage de films d'animation avec des gens connus qui ont été vraiment désastreux. Enfin voilà, vous prenez Mr. Fox, qui est le youtubeur spécialisé, le lien sera dans la description, de la VF, du doublage, et il vous donnera tous les exemples, notamment en Koei avec Garfield et tout. Donc ça, c'est vraiment dégueulasse. Mais le fait d'en parler, d'utiliser, de se révolter contre ça publiquement sur les réseaux sociaux, leur donne raison, parce que ça leur donne une couverture médiatique, et c'est ceux qui cherchent qu'on en parle. Donc, je n'en parlais pas à chaque fois que ça se produit, comme ça, ils arrêteront. Shocker qui me demande « Que penses-tu du cinéma actuel ? Exemple, tous les reboots, les suites, les films, les sagas Marvel. Penses-tu que le cinéma actuel a des difficultés à faire de bons scénarios ?» Écoute, oui, je trouve qu'il y a un problème à Hollywood, c'est qu'ils prennent trop de risques sur chaque film, et donc ils ont besoin que les films arrivent déjà avec un potentiel commercial énorme, donc qu'ils fassent partie d'une franchise, qu'ils soient une marque, donc fatalement... il y a peu de choses audacieuses et nouvelles qui sortent, et le problème, c'est que le peu qui sort se bide. Des trucs comme Mortal Engine, j'espère, comme Alita, qui j'espère ne se bidera pas, mais voilà, c'est une grosse prise de risque et ça fonctionne rarement. Donc oui, Hollywood tourne un peu en rond, mais il y a aussi autre chose. Mais j'ai une vidéo qui va sortir bientôt sur la fin d'Hollywood, vous verrez, donc j'ai plein de choses à dire dessus. Voilà, j'en garde un peu sous le coude. Et quel est mon point de vue sur le cinéma français ? Écoutez, le cinéma français, c'est une longue histoire d'amour et de haine entre nous. Dans l'idée, je trouve qu'il y a des très bons films. L'intérêt du cinéma français, c'est qu'on va sortir des œuvres très singulières, perpétuellement. Il y a toujours des films surprenants, qui sont dans des domaines particuliers. C'est-à-dire qu'il y a rarement de films de science-fiction, il y a de plus en plus de films de genre, mais ça reste pas énorme. Voilà, on est majoritairement sur du drame, sur du polar ou sur de la comédie. Mais je trouve qu'on a une vraie identité, après on en fait trop, il y a trop de films qui ne fonctionnent pas, qui ne trouvent pas leur public. Donc il y a beaucoup de choses, j'aimerais bien un jour réussir à synthétiser tout ça dans une bonne vidéo pour réussir un peu à donner mon vrai point de vue sur le cinéma français de ces 20 dernières années. Je trouve qu'il y a un peu un déficit de... Pour moi, il y a eu une génération perdue. Je trouve qu'il y a un moment où pendant 10-15 ans, il n'y a personne qui a réussi à vraiment émerger, ou en tout cas les gens qui ont émergé, j'étais pas du tout fan de leur délire. Voilà, toute la vague, un peu Desplechin, Xavier Giannoli, enfin tous les mecs qui étaient nommés au César ces 10 dernières années, pas depuis 5 ans, mais voilà, bref. Toute cette vague de réal dont je suis vraiment pas fan, mais qui représentait vraiment ce côté cinéma français de l'entre-soi, qui marchouille, mais tu sais pas pourquoi ils sont à ce point-là portés je sais pas ce qu'on dit, portés haut, quoi. Fabien qui me demande « Que penses-tu des personnes qui regardent des films et séries en accéléré ?» Alors honnêtement, je juge pas trop. Moi, je le ferai pas. J'ai l'impression que je le ferai pas parce que je respecte l'œuvre, j'essaie de le regarder dans la manière dont le réalisateur a voulu que ce soit vu. Mais il y a beaucoup de gens qui regardent des séries, et il y a beaucoup de séries qui sont faites aussi, comme un peu une espèce d'accumulation et de suite d'informations. C'est-à-dire qu'il y a des séries qui se regardent non pas pour la mise en scène, pour ça, juste parce qu'il y a des informations qu'on essaye d'obtenir au fur et à mesure pour arriver au bout de l'histoire. Enfin, c'est comme ça que ça fonctionne beaucoup de séries. Et donc, qu'on dénature le rythme en regardant en vitesse accélérée, c'est pas forcément glorieux, mais à la fois, on le regarde non pas pour de l'émotion, mais pour obtenir ces informations le plus rapidement possible. Donc, écoutez, je vais pas leur jeter des pierres à ces gens-là. Je leur dis que c'est dommage d'en être arrivé peut-être à un point où on est tellement en mode acculé de programme qu'on a l'impression qu'il faut regarder les choses en x2. Moi, ça m'arrive pas encore, mais je dis ça, peut-être qu'un jour, il y aura une série que je trouve... À une époque, par exemple, pour faire un parallèle qui n'est pas forcément très pertinent, mais vous jugerez vous-même, je veux regarder certaines séries uniquement en jouant à FIFA. Voilà. Donc par exemple, Doctor House, j'ai regardé tout Doctor House en jouant à FIFA. Parce que c'était une série où j'avais pas l'impression d'avoir besoin d'avoir mon attention à 100% sur Doctor House pour apprécier la série. Et limite, quand je regardais Doctor House sans faire autre chose à côté, ça me faisait chier. Donc je jouais à FIFA en mode un peu mécanique, et je regardais Doctor House. Donc c'est pas regarder en x2, mais à la fois je n'y mettais pas pleine... Enfin, je pense qu'un mec qui regarde une série en x2, il perd le rythme, mais à la fois il aura plus l'intention dessus que moi qui joue à FIFA en même temps. Et pourtant, je considère que j'ai quand même regardé Doctor House, quoi. Donc c'est pas glorieux, mais écoute, il y a un moment où... Surtout les séries, il y a quand même des séries comme ça, c'est un peu du consommable, quoi. C'est triste à dire, mais il n'y a rien qui casse trois pattes un canard. Je ne regarderai pas Le Parrain en x2. Oui, ça me paraît très chelou. Mais bon, c'est pas, je trouve pas ça atterrant non plus. Il y a Kid Midnight qui me demande quelle est ta meilleure expérience au cinéma et quelle est la meilleure séance à laquelle tu as assisté. Alors je pense que ma meilleure expérience, je pense qu'on va réunir les deux dans une seule question, je pense que c'était le film Ratatouille, où vraiment j'ai vécu un moment, on sentait c'était le soir de la sortie,
salle à Montparnasse, blindée, et l'amour de Paris. On est ressorti de la séance tous en ayant eu l'impression qu'on avait été brossé dans le sens du poil pendant 2 heures, et que le film avait été une lettre d'amour à notre culture, et tu sentais qu'il y avait une vraie harmonie, tout le monde est sorti de la salle heureux, quoi. Enfin, ouais, revigoré, quoi. De se dire, tu sais, ah, on se sent mieux après un film comme ça, et il y avait vraiment un truc palpable, quoi. Tu pouvais sentir que ça avait fait du bien à tout le monde. Et c'était un sentiment que j'ai pas vécu souvent. Je l'ai vécu aussi une fois en allant voir Be Kind Rewind de Michel Gondry, je l'avais vu aux États-Unis, et il y avait cette même chose, ce même sentiment d'avoir partagé un moment ensemble. On avait ri chaleureusement, quoi, un vrai moment chaleureux. Et sinon, une des meilleures séances de comédie que j'ai eues, c'était Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu 1, où j'étais dans une salle, c'était à mourir de rire, parce que j'étais dans une salle samedi soir à Opéra à Paris, blindée, et au début, la salle, elle rigolait seulement. Enfin, je sentais que les gens étaient venus en groupe, vraiment en groupe d'amis de 15-20 personnes, quoi, qui s'étaient fait leur sortie ciné du samedi soir. Et tu sentais que dans ces groupes-là, il y avait différentes ethnies. Enfin, c'est con à dire, mais t'avais un peu les Chinois à droite, les Juifs, peut-être les Noirs. Enfin, bizarrement, parce que certaines blagues ne rigolaient que dans un coin particulier de la salle. Et au fur et à mesure du film, tout le monde s'est mis à rire ensemble. Donc c'est hyper bizarre parce que le film est taxé de film raciste et on dit qu'on rigole qu'on rigole sur le racisme et tout, mais j'ai vécu totalement l'inverse. Je pense que j'ai vécu exactement ce que le réal voulait faire, de réussir à ce que tout le monde rigole des différences de chacun. Donc je dis, j'ai pas revu le film depuis parce que je pense que j'aurais pas du tout le même effet, mais voilà, ça a été une séance hyper bizarre parce que vraiment de sentir au fur et à mesure cette salle s'unir et se mettre à rigoler ensemble pour des blagues qui au départ ne faisaient rigoler qu'une petite partie de la séance, de la salle, c'était super chelou. Mais vraiment, fascinant. Donc voilà, c'était mes 3 séances vraiment mémorables, majoritairement sur des comédies. Diego Cuesta qui me demande, as-tu un compte Sens Critique ? Non, j'en ai créé un moment, mais au final j'y pense jamais. Donc on va dire non. Et il me demande aussi, si ce n'est pas indiscret, vis-tu de ta passion ? En gros, un taf en rapport avec le cinéma. Alors, il y a pas mal de personnes qui m'ont demandé mon métier, et je pense que c'est l'occasion de vous le dire dans cette FAQ. Donc, je ne vis pas de ma passion, parce que ma passion... Bah si, enfin, on peut... Ah, c'est compliqué. Ma passion, ce serait d'écrire et de réaliser des films. Je n'en vis pas, malheureusement, mais je travaille dans le milieu du cinéma et de la télé. Voilà, je suis... Oh, la révélation, putain, ça fait bizarre de vous le dire. Je suis assistant metteur en scène, donc je suis quelqu'un qui travaille sur les plateaux de séries télé, beaucoup. Donc plein de séries télé diverses, des séries policières, des soaps, voilà, plein de styles de séries différents pour la télévision française. Et donc je travaille en tant qu'assistant metteur en scène à différents grades. Je suis monté, j'ai fait 3e assistant, 2e assistant, là je suis un peu en train de faire 1er de temps en temps, voilà. Et donc assistant metteur en scène, c'est un métier qui est au cœur du réacteur, parce qu'on est en dialogue perpétuel avec le réalisateur. On s'occupe de l'organisation du tournage, et on est présent sur le tournage tous les jours. Donc ça me permet d'avoir une vraie expérience de comment est fait un film, parce que je sais exactement comment les films sont faits. Enfin, c'est mon boulot, quoi, de faire des films, de comprendre et d'organiser un film. Donc voilà, je passe en moyenne 200 jours par an sur un plateau de tournage. Donc ça me permet, mine de rien, d'avoir une vraie vision de ce qu'est un film de l'autre côté de l'écran. Voilà, donc c'est mon métier, donc je vis plus ou moins de ma passion, parce que le cinéma me passionne et je suis sur des plateaux toute l'année, mais c'est pas le job de mes rêves encore. Mais je grimpe doucement l'échelon social de la mise en scène pour arriver après à premier assistant, réalisateur. Vous voyez, c'est comme ça que ça marche. Croisez les doigts. Thibaut Bridge qui me demande qui sont tes comédiens et comédiennes de doublage français préférés. Je regarde jamais de la VF. C'est pas que j'aime pas ça. Je comprends l'anglais. Enfin, voilà, je suis bilingue. Donc je me force pas à regarder des films en VF, quoi. Enfin, voilà. J'ai pas du tout la culture de la VF. J'ai rien contre. Je comprends les gens qui aiment bien. Si je parlerais pas anglais, je pense que je regarderais de la VF beaucoup plus souvent. Mais à partir du moment où je peux apprécier la voix et les intonations originelles, je préfère me regarder les intonations originales. Et même les vieux films que j'ai aimés quand j'étais gamin en VF, je les re-regarde en VO maintenant. Parce que j'ai pas ce côté ultra nostalgique de me dire, pas même quand je regarde Retour vers le futur maintenant, ça me paraît bizarre de pas regarder le film en VO, en fait. Parce que, même si la VF m'est familière, j'avoue que ça me dérange. J'ai envie aussi de comprendre qu'est-ce que sont ces films en VO, quoi. Donc Die Hard, Retour vers le futur, les Star Wars, tout ça, je me les suis tous revus en VO aussi, pour réussir à savoir à quoi ils ressemblent dans leur vraie version, quoi. Parce que, mine de rien, c'est quand même une altération de la version originelle. Après, ça peut être mieux fait, par moments, plus intéressant. Il y a des doublages qui fonctionnent mieux que l'original, parce que les acteurs de doublage jouent mieux. Mais je ne les connais pas, les gens qui font ça.
donc je ne donnerai pas de nom. Galou8330 qui me redemande tu préfères voir un film au cinéma ou chez toi? Bah non, au cinéma quand même. Au cinéma, je suis quasiment sûr de pas passer à côté du film. Sauf récemment, où il y a un mec qui m'a fait chier toute la séance, à bouger sur son siège, à faire du bruit, et le film était assez exigeant, et j'ai pas réussi à... Mon esprit a pas réussi à se plonger dans le film, parce qu'il était accaparé par ce mec qui me faisait trop chier. Ah. Mais sinon, au cinéma, c'est quasiment garanti d'au moins réussir à regarder le film pépère, quoi. Will Weiler qui me demande une rencontre abonnée. Alors j'aimerais beaucoup organiser une soirée sur Paris, un de ces quatre, ouais. Voilà. Parce que ce serait pas si compliqué à faire, qu'on se le dise, de réussir à choper un bar, de leur dire écoutez, peut-être que si on prend 2-3 potes du CCU et qu'on essaie de se mettre tous d'accord, de dire bah écoutez, est-ce qu'on peut faire venir des gens Enfin voilà, il y a moyen d'organiser un truc. On a une communauté, les gens peuvent peut-être se déplacer, on peut garantir un certain nombre de personnes, ce serait cool. Ce serait sympa. Mais après, je vois le gardien qui fait ça, c'est énormément de boulot et d'organisation. Après, il fait ça à Montpellier, donc fatalement, il y a des déplacements qui sont peut-être plus compliqués à faire que pour Paris. Mais et encore, hein, vous n'êtes pas du tout tous parisiens. Mais voilà, donc j'aimerais bien le faire, mais je sais, quand je vois ce que le gardien arrive à mettre en place et l'énergie que ça lui prend et tout ça, je me dis que j'ai pas encore la motivation ou l'énergie de le faire. Mais j'aimerais beaucoup, ouais, organiser des soirées un peu des Sissi Night, ce serait plutôt pas mal. The Gloria 21 qui me demande tu ne trouves pas que ces 10 dernières années, le niveau du cinéma a un peu baissé? Un film que tu emporterais sur une île déserte? Pourquoi celui-là? Bonne continuation. Est-ce que le cinéma a un peu baissé? Alors, c'est compliqué, je pense qu'il y a plein de choses intéressantes qui ont été faites ces 10 dernières années, mais je pense qu'on est en manque d'icônes. C'est-à-dire qu'on a du mal à créer des nouvelles choses, des nouveaux icônes. C'est-à-dire qu'en y réfléchissant, ce que Hollywood a créé, Hollywood, hein, je ne parle pas d'adaptation de livres, de mangas, d'autres choses, ce que Hollywood a réussi à rendre un peu culte ces 10 dernières années, c'est John Wick et le Hobbs and Shaw, les deux personnages de Fast and Furious. C'est hyper maigre. Enfin, tout le reste, ça vient d'ailleurs. Ça a quasiment souvent été le cas, on va pas se mentir. Tu vois, un truc comme Jurassic Park, c'est un bouquin à la base. Mais après, voilà, il y a une époque justement, les Star Wars, des Retours à le futur, bah, c'était des choses originales. Les Indiana Jones, ça sortait de nulle part. C'était inspiré d'autres choses, mais c'était proprement cinématographique, quoi. Et on a du mal à le faire. Donc je sais pas si c'était moins bien, mais en tout cas, on a un peu keblo sur ce qui existe déjà. J'ai déjà dit, mais oui, on est keblo. Et la deuxième partie, c'était un film que tu emporterais sur une île déserte, et pourquoi celui-là? Bah écoute, je sais pas. Franchement, est-ce que j'aurais pas de lecteur DVD sur l'île déserte? Donc c'est juste pour regarder une jaquette, j'aurais l'air con, quoi. José R qui me demande comment penses-tu que le cinéma va-t-il dénoncer les dérives de notre société pour faire avancer les choses et remettre l'humanité du XXIe siècle sur les bons rails? Écoutez, je ne pense absolument pas que ce soit le but du cinéma et le rôle du cinéma de faire ça. Ça s'appelle de la propagande et je trouve pas ça toujours hyper bénéfique en fait. Pour moi, le cinéma, c'est la vision de quelqu'un à la limite ou d'un groupe de personnes, mais c'est absolument pas, ça n'a pas la faculté de vouloir rendre le monde meilleur. Ça a la faculté de vouloir délivrer le message que ça essaie de délivrer, mais vous savez, il faut se méfier des gens qui veulent rendre le monde meilleur, hein, parce que c'était aussi la volonté d'Hitler. Oh, la propos polémique, j'ai parlé d'Hitler, point Godwin atteint dans cette vidéo, voilà. Dabou qui me demande, y a-t-il plusieurs vidéos sur lesquelles tu as changé d'avis? Bonne question. Putain, j'aurais dû réfléchir avant de la lire. Je sais pas, honnêtement, je sais pas. Oui, bah la vidéo sur la bande-annonce de Nicky Larson, où je suis revenu dessus, j'ai dit que j'avais bien aimé le film, donc que c'était con d'avoir fait une vidéo juste pour cracher sur une bande-annonce, mais bon, à la fois, je jugeais la bande-annonce qui, elle, ne me plaisait pas. Voilà. C'est aussi un exercice en soi. Non, bon après, quand je regarde mes premières vidéos, je suis pas au top du kiff, je les trouve un peu mollassonnes, mais dans le fond, je trouve pas que ça soit très loin de ce que je dirais aujourd'hui. Voilà, parce que j'ai commencé tard, hein, mine de rien, à faire mes vidéos. Enfin, je veux dire, j'ai pas des gens qui commencent à faire des vidéos quand ils ont 15 ans. Bon, à la limite, oui, t'apprends plein de trucs. Moi, j'ai commencé quand j'avais 25 ans. Donc, ma culture cinématographique était déjà assez là, quoi. Enfin, voilà, j'avais déjà fait mes études. J'avais un bagage, donc le bagage, il a un peu évolué, mais pas plus que ça, quoi. Donc, je n'ai pas radicalement changé ma vision. Peut-être si, il y a peut-être des choses sur l'objectivité, la subjectivité, où je reviendrai un peu dessus. Je trouve que voilà, c'est un débat qui est intéressant, et peut-être des moments où j'ai parlé de la cinéphilie, où je suis vraiment en train de revenir dessus. Voilà, mais je pense pas que ça soit parti d'une seule vidéo particulièrement. Délire qui me demande, excuse-moi de te demander cela, mais pareil cependant, mais connais-tu les films de Jean-Pierre Melville? Si oui, lesquels? Bah écoute, oui. Oui, Melville, j'ai regardé quoi de Melville récemment? J'ai regardé Symphonie en sous-sol. Très cool, et la fin, c'est ce qui a inspiré. Après, j'ai revu, c'est marrant parce que récemment après, j'ai vu The Killing de l'autre là, de Kubrick, et les deux fins sont hyper similaires.
Et j'aime beaucoup ce film, Mélodie en sous-sol. J'ai vu le... C'est Melville ou pas le... Non, c'est... je sais pas si c'est Melville le président. J'ai revu Le Cercle Rouge il y a pas longtemps aussi. Énorme, énorme. Putain, le film, il arrive à te faire quasiment mais 40 minutes sans dialogue et c'est magnifique. J'ai vu quoi d'autre de Melville aussi il y a pas longtemps. Bah écoute, on va pas dire que j'en ai vu beaucoup, hein, mais... Ouais, il y a L'Armée des Ombres et Le Samouraï que j'ai pas vu de Melville. Enfin, j'en ai pas vu d'autres, mais c'est les deux que je sais qu'il faut que je vois. C'est pas un réalisateur que je maîtrise parfaitement, comme tu peux t'en rendre compte, mais j'apprécie Melville. Ceux que j'ai vus, j'ai adoré. Sohei Fala qui me demande qu'est-ce que tu penses des nombreuses nominations aux Oscars et la surestimation de Black Panther, quand d'autres films comme Hostile ou même Mission Impossible Fallout méritent autant pour ce qu'ils apportent au film d'action avec un sujet aussi politique que Black Panther. Oui, bah moi j'aime pas Black Panther, je trouve qu'il a rien à foutre aux Oscars, mais à la fois c'est une année de merde. Enfin, j'ai pas vu Bohemian Rhapsody, tout ça, mais par exemple Green Book c'est quand même pas foufou et c'est aux Oscars aussi. Enfin, ouais, moi je trouve que c'est vraiment pas une bonne année, c'est une année assez aseptisée, c'est du politiquement correct. Qu'est-ce que Black Panther vient foutre aux Oscars? En fait, je prends pas la mesure de ce que ça a pu être aux États-Unis Black Panther. Ça a vraiment été un phénomène. Et un phénomène, c'est-à-dire que les gens l'ont vraiment adulé. Donc, bah moi, je suis passé à côté. Je l'ai vu plusieurs fois. Ça m'a jamais parlé plus que ça. Je trouve pas que ce soit un film de dingue. J'en ai déjà assez parlé dans mes diverses vidéos. Donc oui, je comprends pas. Mais après, c'est une année de merde cette année pour les Oscars. Donc, y a rien. Hein. Que Black Panther soit nominé, ça me paraît pas aberrant. Enfin, si, ça me paraît aberrant, mais à la fois. Ah, et en plus, c'est les Avengers qui présentent les Oscars cette année. Donc, bon. Voilà, il y a peut-être un peu de lobbying, tout ça. Les Oscars, quand même une année sur 4, c'est ridicule. Donc, voilà, ça en fera une de plus, c'est tout. Hein. Après, il y a Amin from Panam qui me demande que penses-tu des différences entre le monde du cinéma et celui de la série TV aujourd'hui? Bah écoute, il y en a de moins en moins. Non, c'est un peu ce que les gens disent. Finalement, je trouve que la série télé a la possibilité d'aborder des thèmes beaucoup plus complexes que le cinéma parce que finalement, par ces histoires de censure et la manière dont c'est fait à l'heure actuelle, le cinéma grand public est voué à être aseptisé. C'est un peu dommage, mais c'est vrai. Et par contre, il y a toujours un problème de production, mais encore quand tu vois des choses comme Game of Thrones, fatalement, ça a les moyens de ses ambitions. On va dire la réduction du... La différence, c'est que le cinéma, quand il est industrialisé comme la série télé, pour moi, c'est très similaire. Enfin, le MCU, on est sur une série télé au cinéma. Enfin, il y a cette volonté ça manque de fatalité, ça tire en longueur des choses qui pourraient être raccourcies. Enfin, maintenant, le cinéma, quand même, ressemble beaucoup aux séries télé sur ce format-là, où ils n'arrivent pas à finir les choses. Et c'est dommage parce que le cinéma, à la base, c'est un geste. C'est un film, un geste, voilà, il se passe un truc et à la fin, c'est fini. Ce qui est de moins en moins le cas dans les grosses productions hollywoodiennes. Donc, voilà. Mais les deux formats, fatalement, les moyens techniques sont devenus plus abordables, donc la télé a gagné en qualité. Le cinéma hollywoodien a voulu se différencier en mettant des choses extraordinaires qui sont encore inatteignables pour la série télé. C'est pour ça que maintenant les blockbusters coûtent de plus en plus cher, pour éviter de ressembler à des films de télé que les gens regarderaient chez eux. Donc c'est pour ça que maintenant Netflix fait des films à 80 millions de dollars et les blockbusters coûtent 300 millions de dollars. Vous voyez, enfin, ça monte comme ça. Mais au final, les films qui finissent par le plus m'intéresser, c'est les films à 80 millions de dollars. Produits sur diverses plateformes, parce que c'est ceux qui sont, on sent la liberté du réal et la liberté de ton qui permet d'avoir des produits, des films un peu plus passionnants, je pense. Penses-tu comme moi que Le Bon, la Brute et le Truand est le meilleur film de tous les temps? Non, mais c'est excellent. C'est un peu long, mais j'ai toujours du mal je trouve rarement le moment pour le voir, Le Bon, la Brute et le Truand. Parce que ça dure longtemps. Mais j'adore Léon, je trouve qu'il arrive à iconiser tellement bien son monde. Enfin, c'est du petit lait en termes de grammaire cinématographique, Léon. J'adore sa stylisation, quoi. Donc La Bonne, la Brute et le Truand, oui, c'est énorme. C'est un très très bon film. The Lord qui me demande « Que penses-tu de l'évolution de la critique sur YouTube ?» Après, il précise, j'entends par là que c'était un domaine qui semblait sanctifié par rapport aux autres, loin des tendances YouTube, à savoir pas de miniatures aguicheuses, pas de vidéo réaction, peu de top, etc., qui semblent désormais être atteints partout. Pourquoi d'ailleurs? Aucune critique envers qui que ce soit, mais j'aimerais avoir ton avis sur la question. Bah écoute, je sais, oui, avant c'est juste qu'il y avait peut-être pas grand monde et que c'est vrai que les premiers à avoir fait des critiques étaient pas vraiment dans la putasserie. Enfin, tu prends le Fossoyeur ou Durandal, ils ont jamais été sur ce créneau-là. Écoute, je pense que le YouTube prend de plus en plus d'importance, il y a de plus en plus de gens qui se lancent, et la putasserie ou la miniature, tout ça, ou les tops et tout ça, c'est juste un moyen d'exister, quoi. Dans le game, hein. C'est triste à dire, mais on joue le jeu du game. Il y a un vrai game, et si tu le joues pas,
tu as du mal à faire partie du game. Tu as plusieurs manières de le jouer. Tu peux faire des trucs d'extrême qualité, si tu as le temps de le faire, qui peuvent percer, mais tu peux aussi faire des trucs d'extrême qualité qui perceront jamais. Et pour exister, bah, tu as plusieurs moyens. L'actualité, les miniatures un peu aguicheuses. Et de toute façon, j'ai une question après qui va parler de miniatures. Et des tops, tout ça, mais après, tant que le contenu est là et intéressant, c'est qu'il intéresse, quoi. Enfin, voilà. Je fais une différence entre être aguicheur, mais proposer un mauvais contenu ou pas. C'est-à-dire que pour moi, être aguicheur, l'important, c'est le contenu que tu vas proposer. Si tu aguiches pour un contenu correct, bah, tout va bien. Petite question de Mr. Clapman. Quand arrêteras-tu de faire des miniatures putaclic? Et quel est ton avis sur le sujet? Eh ben, écoute, on en a parlé ensemble, Monsieur Clapman. Je pense que la miniature putaclic, pour moi putaclic, dans la définition du mot, c'est mensonger. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui va te donner envie de regarder une vidéo pour une raison, mais qui va pas te donner dans la vidéo la satisfaction à la raison initiale. Je pense n'avoir jamais fait ça. Moi, il y a des vidéos putaclic que j'ai faites, enfin, les plus putaclic que j'ai fait, c'est des vidéos où je m'amuse du concept de putaclic. Donc, par exemple, celle que j'ai fait sur Geostorm, où j'ai marqué en énorme « J'ai quitté la salle ». Donc, je joue avec les attentes du public qui se dit « Ah, il a quitté la salle parce qu'il a détesté, donc je clique, voilà, parce que je connais l'esprit des gens qui ont envie de sang, qui ont envie d'avoir un mec craché sur un film pendant 10 minutes. Le truc, c'est que j'ai quitté la salle pour une raison, un problème technique, donc j'ai craché, non pas sur le film, mais sur le cinéma qui diffusait le film, et plein de gens sont venus me dire « C'était putaclic parce que t'as pas mis un titre... Enfin, tu faisais croire dans ton titre que t'avais quitté la salle parce que t'avais pas aimé. » Non, je faisais croire dans mon titre que j'avais quitté la salle, et c'est toi qui, parce que tu as cet esprit-là et que tu penses que tu as envie de voir de la haine, j'avais quitté la salle parce que j'avais pas aimé le film. Voilà. Mais j'avais pas mis critique d'ailleurs dans mon truc. J'ai mis Geostorm, 2 points, j'ai quitté la salle. Donc voilà, c'est intéressant de jouer avec les attentes des gens comme ça. Et le problème, c'est que c'est vrai, vous aimez le sang. Les gens cliquent sur les trucs qui attisent quelque chose. Donc faut un peu jouer le jeu. Par exemple, ma miniature de Creed, que je trouve belle, en noir et blanc, où j'essaie de reproduire l'affiche, ma critique bide. Parce que j'aurais dû mettre un truc beaucoup plus aguicheur, un truc simple, en couleur, avec moi avec un gant gros, enfin, c'est un peu le cas, mais j'ai un peu stylisé le truc, et c'est presque trop stylisé pour marcher sur YouTube. Par contre, ma critique d'Aquaman, où il y a marqué en énorme un gros pot pourri, là, il y a marqué pourri dans le titre, les gens se sont rués dessus, ma vidéo a cartonné, a des très bons stats de démarrage, et des stats aussi de clics en fonction du nombre de gens qui voient la miniature, parce que c'est une stat qu'on a accès, et quand vous voyez ces stats-là, vous vous rendez compte que oui, c'est triste à dire, mais vous voulez du sang. Donc, pot pourri sur Aquaman, ça cartonnait parce qu'il y avait marqué pourri dedans et les gens ils étaient « Ah putain, il a trouvé ça pourri, ah, j'ai envie de cliquer ». Ma miniature qui a le plus marché de tous les temps, c'est celle de Black Panther parce que j'avais marqué en énorme « Au fait, c'est de la merde ». Donc, c'est de la merde, les gens ont cliqué dessus en masse. Après, je me suis tapé une vague de dislikes, donc ma vidéo a été perdue en référencement, mais elle a marché en premier temps parce que vous aimez le sang. Voilà, c'est un truc, faut arrêter de se mentir. Donc, je joue pas le jeu à chaque fois, j'essaie de voir des idées rigolotes. Mais fatalement, il y a un moment où quand tu fais des choses trop originales, trop barrées ou trop sobres, ça n'intéresse pas. Faut se démarquer. Donc je joue le jeu. Moi ce qui m'importe, c'est d'avoir une critique de qualité, de dire des choses que je considère être pertinents et intéressants sur les films. Le but de la miniature, c'est juste que les gens arrivent à ça. C'est juste la base de ça. Donc si elle doit être un peu dans les codes du game qui font que les gens vont cliquer dessus, et j'ai le désavantage du masque, qui reste un truc qui va avoir des réticences. Les gens vont être en réticence vis-à-vis de ça. Parce que le masque, ça les énerve, ça les perturbe. Et bah, si c'est juste un petit truc sur... comme a dit Clapman, il avait raison sur sa vidéo. Il dit, si mettre un mot différent d'un autre va te faire gagner 30 000 vues, mais fais-le. Enfin, c'est juste de la bonne promo. Enfin, c'est la b à bas du truc, c'est du marketing de base. Et encore, je suis pas très bon marketeur, mais... Vous vous rendez compte que c'est juste le but de faire des vidéos, c'est qu'elles soient vues par potentiellement le plus de gens possible. Moi, j'étais très content de faire des vidéos quand j'avais 50 abonnés, et je l'ai fait pendant 3 ans, donc je sais de quoi je parle. Mais, fatalement, si ça marche jamais, il faut un peu se remettre en question aussi. C'est ridicule de rester dans son coin à se dire « Je fais pas de vues, mais c'est parce que je suis pas putaclic ». Non, le putaclic, comme je l'ai dit, pour moi, j'en fais pas. Je fais à la limite des choses aguicheurs, ok, mais c'est une manière d'exister, et c'est pas non plus... pour moi, je le vis pas mal, voilà. Mais c'est vrai que c'est une question qui attise beaucoup d'énervement, parce que voilà, on est considérés comme des pimpins à faire des vidéos ridicules avec nos têtes comme ça, voilà, le gardien il s'est foutu de notre gueule dans une vidéo, genre de truc, mais si c'est ce qui vous fait cliquer, voilà, enfin, moi quand je fais des miniatures qui me plaisent beaucoup, les gens cliquent pas. Donc je fais des miniatures que j'aime,
mais où je joue certains codes, où j'essaie d'exprimer une émotion, en fait. Le truc, c'est que j'essaie de condenser une émotion d'un film sur une miniature, quand je fais une tête de con. Bah oui, mais c'est le cas. Et je prends vraiment ma photo de moi qui fait une tête débile, en disant genre... Oh, parce que c'est ce que j'ai envie de véhiculer. J'ai envie de voir en plat, la dernière vidéo que j'ai sortie, c'est Alita, où je me suis fait des gros yeux pour référence avec Alita, mais sinon ma gueule, je suis comme ça, genre... Oh, ben oui, mais parce que c'est l'image, c'est le sentiment que j'ai envie de véhiculer. J'ai envie de véhiculer que ce film m'a fait... Oh, comme ça. En une image, bah voilà, bah je le fais, mais j'ai pas envie de mettre juste le titre sur un fond noir, ou juste l'affiche, parce que je trouve ça impersonnel. Il y a aussi une part d'apporter une part de personnalité dans la miniature. Enfin, c'est un sujet qui est intéressant, la miniature, parce que ça... Il y a beaucoup de gens qui aiment pas ce qu'on fait, qui nous critiquent, et à juste titre. Mais moi, je suis pas très bon graphiste, déjà. Donc si je fais des choses enfin, je suis pas affichiste, je sais pas faire de belles affiches. Enfin, moi, honnêtement, si je pouvais, je ferais des affiches détournées quasiment, ou tu vois, un truc vraiment classe, quoi. Je travaillerais bien, mais j'ai pas les capacités. Moi, je peux foutre ma gueule à côté d'une affiche, je sais le faire, mais faire des trucs vraiment bossés, t'as une chance sur deux pour que ça paraisse merdique. Et celle où je me suis essayé, c'est jamais grandiose, quoi. Enfin, tu vois, quand j'essaye de faire un truc un peu cool, genre Creed ou l'Empereur de Paris, ça passe, mais c'est jamais... Tu te tapes pas le cul par terre avec la belle miniature. Et utiliser un fond d'écran, que tu tapes le nom du film, fond d'écran, pour avoir une image qui va remplir toute la case, juste mettre ça et mettre critique dessus, je trouve... Enfin, oui, ça fait une belle image, mais à la fois, c'est pas plus... Enfin, ça dit rien sur toi. Ça dit rien sur ce que va être ta vidéo, et c'est supposé être un minimum vendeur, oui, c'est juste supposé réussir à donner envie de comprendre ce que tu veux dire par là, la miniature. Donc moi, j'en abuse peut-être un peu beaucoup, mais à la fois, quand j'en abuse pas, je me vautre. Je me vautre. Donc il y a un moment où mon choix est fait. Je fais des miniatures, ce que vous considérez comme putaclic, ce que j'avais appelé aguicheur, et je vis bien avec. Voilà. Ah, on me demande juste, Louis qui me demande, est-ce que j'écoute des podcasts ciné anglais? J'ai arrêté, non, j'en écoute plus trop en anglais. Mais si t'en as à me recommander, n'hésite pas. Des podcasts ciné en anglais, parce que je suis en manque de podcasts ciné de bonne qualité. Je sais que j'en écoute un sur des interviews de réalisateurs de la Directors Guild, je crois. Donc ça, c'est intéressant, mais sinon voilà. J'ai fait une toute petite pause douche. Donc nouvelle question de Galou83130 qui me demande mon acteur et mon actrice favori. Donc mon acteur favori, c'est Jim Carrey. Je trouve qu'il est démentiel, aussi bien dans le drame que dans la comédie. C'est un des mecs qui m'a le plus fait rire dans ma vie. Et je trouve qu'il a fait des films parfaits. Franchement, Truman Show, c'est magnifique. Et actrice, écoutez, elle s'appelle Jessica Perrin et elle joue Sam dans Deviltown. Et c'est l'actrice, ma actrice préférée. J'irai voir tous ses films et toutes ses pièces de théâtre. Voilà, elle n'est pas très connue, mais c'est la plus talentueuse de toutes les actrices du monde. Mandalore qui me demande si j'ai déjà vu Westworld, sinon Brûle en enfer. Alors j'ai vu la saison 1, j'ai pas vu le film, j'ai vu la saison 1, j'ai pas encore vu la saison 2, j'avais envie de la voir, mais j'avais bien aimé la saison 1, je trouvais que c'était très intéressant. J'avais fait une vidéo dessus d'ailleurs, où je parlais de la saison 1, donc vous pouvez la refouiller. Je faisais un comparatif entre Westworld et Stranger Things. Il y a Anal Génocide, grand youtubeur distributeur de grosses cartouches. Voilà, il tire balle réelle, Anal Génocide pour le coup. Lui il me demande si je peux parler de Louis Malle. Donc Louis est un con, voilà, je pense que je réponds à la question. Sinon, c'est un réalisateur où j'ai pas vu beaucoup de films. Non, j'ai pas vu assez de films de Louis Malle. Je sais que j'en ai quelques-uns sur mon ordi en plus, qu'il faudrait que je voie. Là, j'ai Dinner with André, Milou en mai, Zazie dans le métro, Faux Follet. Donc là, j'ai tout ça à voir. Non, Louis Malle, faut que je rattrape mon retard. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a Community qui a fait des références à Dinner with André dans un de leurs épisodes. Voilà. Alors, il y a Sans Conditions Cinéma qui me demande quand est-ce que je ferai des bonnes critiques. Ok, je sais pas quoi te dire, mec. Sans Conditions Cinéma, tu as souvent l'impression de me prendre pour un tocard, un peu. Je sais pas si c'est une vanne au second degré, tout ça, mais écoute, qu'est-ce que tu veux que je réponde à ça? T'aimes pas mes critiques? C'est bien, mais c'est pas en me le disant comme ça que ça va m'aider à en faire des meilleurs. Bon, bah là, c'est la critique masquée en mode gueule de bois. On va continuer la FAQ. Hein. Il va faire du bien ce café. Je suis tellement dans le mal. Hugo ou pas qui me demande que penses-tu des Bad Boys de Michael Bay, en sachant que le premier Bad Boys est son premier film et que je trouve que c'est un des plus réussis. Écoute, je trouve que le 2 est plus rigolo parce que le 2 il fait n'importe nawak. Il y a un épisode du tournoi dessus sur Bad Boys 2, donc n'hésite pas à aller le checker parce que j'en parle en détail et avec, je crois que non il a perdu, mais voilà. Et un épisode dessus. Ensuite, il y a Nicolas Mériot qui me demande, félicitations, merci Nicolas déjà, pour toi, quel avenir est réservé au support physique, Blu-ray, DVD, etc. C'est une excellente question. Je pense honnêtement que pour tout ce qui est sorti juste après la sortie salle,
ça va, à mon avis, à terme, disparaître assez vite. Voilà, les fameux DVD Blu-ray qui sortent 4-5 mois après. Je pense que la SVOD ou la VOD, enfin surtout la VOD, va prendre le pas, parce que si tu as envie de découvrir un film, bah voilà, tu peux le louer rapidement ou l'acheter en dématérialisé. Et par contre, ce qui va rester, ça va être des belles éditions de films, voilà, vraiment travaillés, alors soit des vieux films restaurés, soit des trucs vraiment, des créneaux de niche. Je pense que c'est plus ça l'avenir, c'est voilà, des films un peu plus pointus, avec des éditions qui apportent une vraie valeur ajoutée, en plus du visionnage du film dans de bonnes conditions et dans une bonne qualité, quoi. Après, je fais pas partie des... Moi, ça perso, ça me fait bizarre d'aller acheter un Blu-ray 20 euros d'un film qui vient de sortir en Blu-ray. Ça me vient très très peu à l'idée, quoi. Je préfère toujours acheter privilégier des vieux films avec soit des éditions parfaitement faites qui peuvent coûter un peu de sous, soit voilà, des coffrets, des trucs avec plusieurs DVD dedans. Mais acheter genre acheter Bohemian Rhapsody en Blu-ray dans un mois, moi ça me vient parce que je l'ai pas vu au cinéma pour le découvrir, ça me fait bizarre, quoi. Enfin, je préfère le louer, quoi, à la limite. Il y a Kid Midnight qui me demande quel film tu adorais au cinéma et détestais lors de ton revisionnage chez toi. Alors, c'est pas forcément aussi violent que ça, mais il y a la chocolaterie de Tim Burton que j'avais adoré au cinéma et que j'ai pas du tout blairé en le revoyant. Et Le Secret de Terabithia, qui est un film qui m'avait bouleversé au cinéma et que j'ai pas retrouvé ce bouleversement à la revoyure. Mais je ne l'ai pas détesté pour autant. Mais voilà, et dans l'inverse, parce qu'il me demande l'inverse, c'est un film que j'avais détesté et adoré lors de mon revisionnage, Inglourious Bastard, que j'avais détesté au cinéma et que je considère être un des meilleurs films de tous les temps, maintenant, après l'avoir revu 15-20 fois. Qu'est-ce que tu penses des suites de licences connues, genre Terminator, Alien? Est-ce qu'il n'y en a pas trop produites aujourd'hui par Hollywood? Si, ça, genre faire un nouveau Men in Black... Anthony Félix qui me demande, vous, j'entends par les youtubeurs spécialisés dans la critique de cinéma comme toi, faites assez souvent référence à des vieux films qui datent d'avant les années 80. Pourquoi? Le cinéma, dans un sens de réalisation, etc., était-il mieux avant? Si oui, à ce point. C'est marrant que tu dises ça, parce qu'il y a beaucoup de gens, justement, qui nous reprochent de ne pas parler de films assez vieux, de s'arrêter justement aux années 80. Donc je pense pas. Après, c'est sûr que le truc, c'est que le cinéma, c'est un art qui a évolué depuis une centaine d'années. Et connaître ses bases, en fait, il y a des bases qui vont se retrouver par la suite dans toutes les œuvres quasiment. Quand tu vois une œuvre actuelle qui est faite en référence ou en réaction ou en inspiration à ce que tu as vu précédemment, c'est bien de le mentionner, quoi. Ça fait partie du travail de cinéphile de réussir à recontextualiser les différents films et de savoir quelles sont les influences qui peuvent générer quelque chose. Donc ça me paraît pas... Après, je pense pas que le cinéma était mieux avant ou pas. Chaque période a ses avantages, ses inconvénients, ses bons films, ses navets. Le truc, c'est que avec le temps, évidemment, on ne garde que les bons films des époques précédentes. C'est-à-dire que les grosses merdes, elles ne traversent pas l'histoire. Alors que les bons films, ils perdurent. Donc c'est pour ça que quand tu repenses aux années 60, si je dois te dire, d'ailleurs, le meilleur exemple, c'est Super Ciné Battle, hein, le podcast qui va classer les films par décennie, enfin, du meilleur au pire à chaque décennie. Et plus vous descendez dans les listes, enfin dans les années, ils n'arrivent plus à mettre de mauvais films. C'est-à-dire qu'en années 60, ils ne parlent que de très bons films. Mais parce que les gens leur proposent pas de merde, parce qu'une merde des années 60, il y a tellement, tu l'as oublié, plus personne n'y pense, parce que voilà, c'est merdique, et donc ça va pas perdurer jusqu'à nos jours pour que les gens décident de s'en souvenir et de la proposer à des gens pour la classer dans un classement. Donc je pense que c'est pour ça que quand on parle de ces films anciens, on en parle souvent en bien, et aussi parce que ça a forcément influencé les films d'aujourd'hui. C'est un défi, c'est pas une question. Faire une vidéo sans utiliser le mot dantesque. Ah là là, c'est dur, hein. Dantesque, c'est vrai je l'écule un peu trop. Mais j'ai pas mal de mots comme ça. Mais il faudrait que j'arrive à faire une vidéo un jour sans utiliser aucun adjectif presque. Ce serait hyper dur. Vous voyez? Mais c'est quasiment impossible. Mais de réussir à décrire quelque chose, mais non, mais je suis débile, s'il n'y a pas d'adjectif, ça marche pas. Mais c'est vrai qu'il y a des adjectifs un peu fourre-tout qu'on a tendance à... Des superlatifs, quoi. Des dantesques, c'est génial, grandiose, extraordinaire, magnifique. Tu peux le mettre après chaque mot et tu as une critique, à la fin tu auras une critique, mais elle veut rien dire de particulier. Ce que j'essaye toujours, c'est vrai de creuser derrière ce que j'ai apprécié, d'essayer de le comprendre et de le formuler de manière de plus précise, quoi, d'aller vraiment au cœur de ce qui m'a plu et pourquoi ça m'a plu ça. Donc utiliser des mots comme dantesque, c'est des raccourcis et je
j'essaie de le faire le moins possible, mais après dans le feu de l'action, c'est un peu compliqué, hein, donc voilà, je dis souvent dantesque en effet. Venus Park qui me demande quel est ton genre de film préféré. Bonne question. Écoute, moi c'est un genre qui est pas vraiment un genre, mais c'est les chroniques. C'est tous les films où j'arrive à être plongé dans un groupe de personnages qui vivent quelque chose, pas forcément avec une intrigue forte. Je pense à des films comme L'Auberge espagnole, Everybody Wants Some, The Boat That Rock, voilà, ce genre de film où tu vis avec un groupe et j'adore ce genre de film. Donc ce serait plus ça. Voilà. Et après, on me demande quel est ton film trilogie préféré de tous les temps. Donc j'ai dit Forrest Gump. En trilogie, je pense que c'est quand même Le Seigneur des Anneaux. Mais après, c'est difficile. J'ai vraiment du mal à dire quel est mon film préféré de tous les temps. Et ou ma trilogie, c'est très très compliqué. Il est un peu chiant, Critique Masqué, Gueule de Bois. Hein. Il est moins énergique que l'autre. Hein. Akira 2019 me demande que penses-tu des mangas adaptés en film. Par exemple, Akira, Ghost in the Shell. Bah écoute, je les découvre majoritairement par le biais du film. Même si je lis plus de comics que de mangas. Donc ce que je sais, c'est que souvent quand j'ai été à fond sur un comics ou un manga et que je vois le film après, fatalement, j'ai du mal à me détacher du manga et j'ai du mal à kiffer le film autant que quand je le découvre. Là, par exemple, j'ai découvert Alita Battle Angel. Dans les commentaires, tout le monde me parle du manga en me disant que c'est génial et que j'aurais dû lire le manga avant. Oui, mais bon, voilà, j'ai découvert le film, j'ai adoré le film et j'imagine que le manga doit être plus impressionnant que le film parce que c'est plus immersif, t'es plus long. Enfin voilà, t'as un autre rapport à la littérature. Je trouve ça toujours plus. Ça t'envoûte beaucoup plus une œuvre littéraire. Ça prend plus de temps, ça vit avec toi plus longtemps. Enfin voilà, un film. Mais c'est le média que je préfère aussi, c'est le média qui me passionne, donc j'aime aussi découvrir les films, enfin les œuvres par le biais filmique, et après ça n'empêche jamais de redécouvrir après par le manga. Mais donc les deux que tu as mentionnés par exemple, je ne les connais que par le biais du film. Il y a Will qui me demande quelle formation, entre parenthèses, études as-tu fait. Alors moi j'ai une formation qui est pas commune, je suis parti après le bac, donc j'ai un bac ES, tout normal. Je suis parti à San Francisco faire une fac de cinéma dans un site community college. Alors, un community college, pour ceux qui ne connaissent pas, si vous ne connaissez pas la série Community, c'est en fait des espèces de facs un peu publiques américaines, donc toutes pourrites. C'est vraiment des facs de merde, ça coûte pas cher et c'est super folklore, quoi. Enfin, c'est n'importe nawak. Enfin, tout le monde y va en fait, soit pour passer du temps parce qu'ils n'ont rien d'autre à foutre, soit pour essayer d'obtenir des crédits pour pouvoir aller dans une université plus prestigieuse, mais il y a un côté bas les couilles, et encore plus dans les domaines artistiques dans ces facs-là, parce que les mecs font ça juste pour remplir des emplois du temps ou pour. Enfin voilà, donc j'ai passé 2 ans là-bas, c'était à mourir de rire, mais c'était vraiment des cours de merde, honnêtement. Et après, je suis parti faire une année sabbatique, enfin une année de travail au Japon. Voilà, juste du vacances-travail où j'ai fait quelque chose qui n'était pas vraiment en lien avec le cinéma. Et après, j'ai repris mes études, pour le coup, là, dans une très bonne fac qui s'appelle Concordia à Montréal. Donc, c'est une fac anglophone. Voilà, où j'ai eu un bachelor en production cinématographique. Donc, il y avait à la fois de l'étude de film. Donc, on avait l'histoire des cours. On avait vraiment des super infrastructures. C'était une super fac. Et en fait, je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais à l'époque, il y avait un accord entre le Québec et la France qui fait que les étudiants français payaient 10% du prix qu'ils auraient dû payer normalement. Donc c'était un super bon plan. C'est-à-dire que moi, j'ai eu mon diplôme pour, je sais pas, 5000 euros. Alors qu'une année, sur 3 ans, tu vois, alors qu'une année dans une école de cinéma en France, c'est 8000 euros. Et moi, je pense que j'ai eu une formation qui est bien plus intéressante que ce qu'ils ont eu, enfin, que ce qu'on a en France, parce que des infrastructures, mais comme de dingo. C'est-à-dire qu'on avait, je sais pas, je crois qu'il y avait 4 ou 5 salles de cinéma sur le campus. Donc on a maté des films dans tous les sens. J'ai eu des cours d'histoire du cinéma évidemment, donc on a refait toute l'histoire du cinéma. En plus c'était une vision nord-américaine, donc c'est vrai que c'était intéressant parce qu'on n'était pas basé que sur la vision française. Ça m'a apporté un autre point de vue sur le cinoche. J'ai eu des cours passionnants franchement, donc pendant 3 ans là-bas. Et donc en tout, bah, ça fait 4 ans, bah, j'ai un bac plus 5 quoi, en cinéma, donc aussi bien dans l'étude d'analyse de films, de découverte de ce qu'est l'histoire du cinéma, tout ça, et dans la partie production, comment réaliser et produire un film. Voilà, donc c'est ça mon cursus, donc c'est un cursus nord-américain pour le coup. C'est pour ça que j'utilise beaucoup d'anglicisme par moment et que j'ai un français à l'écrit catastrophique et que j'ai des expressions un peu approximatives, c'est parce que mine de rien, j'ai passé tout mon cursus universitaire en anglais. Donc bah, ça fait que mon français est un peu particulier, des moments où j'ai eu du mal à. Je l'ai un peu perdu quoi. Enfin,
j'ai pas fait, après je suis un peu paresseux sur la langue française aussi, donc c'est pour ça que je fais beaucoup d'approximations et que j'ai un orthographe de merde. Mais ça explique aussi un peu cela, quoi. Voilà. Bon, c'était une question qui me tenait à cœur parce que j'en ai jamais parlé de mes études. Et bah voilà, moi maintenant vous savez. Et donc oui, il me demande aussi, as-tu d'autres hobbies qui te passionnent? À la base j'avais les jeux vidéo et le foot, voilà, aussi bien dans le fait de jouer que de regarder des matchs. Mais plus le temps avance et moins j'ai le temps à accorder à ces passions-là. Donc ça devient plus des... Oh là, attends, je suis flou ou pas? Non, c'est bon. Donc ça devient majoritairement le ciné, parler de cinéma, regarder des films, réfléchir dessus. Et m'occuper de ma famille, voilà. Et travailler, que j'aime beaucoup mon travail aussi. Donc voilà, c'est ça mes passions principales. Et lire l'actualité, réfléchir sur tout ce qui est politique aussi. Enfin, voilà, m'intéresser au monde qui m'entoure, est-ce que c'est une passion? Je ne sais pas, mais en tout cas, ça me plaît beaucoup. Et les voyages, j'aime beaucoup découvrir des cultures, mais pas en tourisme. Si je peux, j'essaie d'aller longtemps dans les pays, quasiment d'aller y vivre un peu. Mais bon, on peut pas le faire tout le temps. Mais j'aimerais bien, voilà, j'aime bien découvrir des choses, sortir de ma zone de confort, même si ça fait un peu trop de temps que je l'ai pas fait, pour m'aventurer dans des zones. Enfin, j'ai une conception du monde qui est assez particulière. Voilà, je sais que je suis conscient perpétuellement que toutes les notions que je manipule au quotidien dans ma tête, c'est des notions qui sont liées à la culture que j'ai. Et que un concept dans ma culture ne sera pas la même dans une autre culture, donc c'est intéressant. Et ça, c'est pas en voyageant, en faisant 15 jours dans un pays qu'on s'en rend vraiment compte. C'est en vivant avec des gens totalement différents de toi que tous ces concepts-là vont prendre une nouvelle dimension. Alors l'intérêt, c'est que les films permettent aussi ça, parce que certains réalisateurs arrivent parfaitement à transmettre certains traits de culture qui font que tu prends conscience de certaines choses. Et voilà, donc par exemple, voilà, donc je trouve que c'est ça aussi qui me passionne, c'est de prendre l'entièreté de ce que l'humanité a à proposer en termes de réflexion sur la vie et sur à peu près tout. Voilà, c'était une réponse, waouh, je suis vraiment bizarre en gueule de bois, moi. Greg Jerome Worms qui me demande qu'est-ce que tu recherches le plus dans un film? Scénario, visuel, aspect psychologique, personnage, humour, etc. Alors, c'est une question intéressante. Je crois que j'ai peut-être déjà répondu. Non, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est l'audace. C'est un mec qui va me proposer quelque chose d'audacieux, tout en arrivant à ne pas faire quelque chose pour lui, quoi. Enfin, de toujours prendre le spectateur quand même en compte dans son film. C'est-à-dire qu'il y a des réalisateurs qui font des trucs hyper audacieux, mais qui te laissent totalement en dehors de leur délire. Moi, j'ai beaucoup, voilà. Donc c'est ce mélange de réussir à faire quelque chose d'exigeant, d'audacieux, mais à la fois d'accessible. C'est ce que je recherche. Après, ça peut être... Enfin, je veux dire, j'ai pas de dogme visuel en me disant faut que ce soit du mouvement, des beaux mouvements de caméra, non, que des beaux plans fixes, non, faut qu'un scénario doit être comme ci ou comme ça. Non, justement, plus tu arriveras à proposer des choses que j'ai pas vues avant, plus déjà tu vas avoir mon attention. Et après, voilà, de réussir à proposer quelque chose qui soit pas juste du pré-mâché, qui ait une personnalité, quoi. Voilà, c'est ça qui m'importe le plus, c'est qu'il y a un propos, une personnalité, voilà, que ça représente quelque chose, pas juste combler du vide. Je sais pas si c'est très clair comme réponse, mais c'est pas propre à un scénario, à une histoire, à un visuel ou à des acteurs. Ça peut utiliser tout ça, mais c'est plus global que ça, ce que j'attends. Mais sinon, j'aime beaucoup la manière dont les réalisateurs utilisent la caméra et les mouvements de caméra et le visuel pour raconter l'histoire. Donc c'est peut-être ça qui répondra à ta question. Ce que je recherche dans le film, c'est peut-être plus la manière visuelle dont on arrive à me faire comprendre les choses plutôt que de juste me le dire dans des lignes de dialogue. Mais à la fois, il y a des films où c'est de la voix off et des dialogues et c'est parfait aussi. Donc c'est pas, comme il dit, je refute les dogmes. Léo Grimm qui me demande la place du cinéma dans ta vie. Une passion, oui, mais plus une essence, inspiration ou plus un échappatoire, divertissement. Non, c'est vraiment une passion, c'est vraiment quelque chose qui est quelque chose qui m'a toujours entouré et qui fait partie de ma vie. C'est une manière de... Ouais, une manière de réussir à communiquer, de canaliser des émotions, de canaliser des sujets. Voilà, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui a toujours fait partie de ma vie, qui fera toujours partie de ma vie, le cinoche. Donc ouais, c'est pas un échappatoire, mais c'est quelque chose que je trouve fascinant, quoi, de réussir à retranscrire une forme de réalité sur un écran en condensant le temps et en y réussissant à manipuler tout pour que ça ait un propos particulier, moi c'est quelque chose que j'adore. Mais j'aime beaucoup en général l'art, hein, l'expression, enfin voilà. Mais le cinéma n'échappe pas à tout ça. Il y a Hugo Officiel qui me demande quel est ton point de vue vis-à-vis des séries. Est-ce que tu regardes ou tu préfères le format film et cinéma? J'aime beaucoup les séries, mais c'est vrai que ça prend du temps et j'ai du mal à forcément me lancer dedans. Enfin, je regarde moins qu'à certaines périodes. Les périodes où j'avais un peu rien à foutre de mes journées, j'arrivais à bouffer de la série comme pas permis.
Mais plus le temps passe et moins j'en regarde. Il y en a certaines que je suis encore. Mais c'est vrai que en fait, il y a quoi? Il y a 2-3 ans, je me suis rendu compte que je regardais quasiment que des séries. Et j'ai décidé d'arrêter un peu et de me remettre à regarder plein de films, notamment des vieux films ou des films que j'avais pas encore vus. Voilà, donc maintenant j'essaie de privilégier de regarder des films parce que c'est vrai que les séries, il y a un côté très accessible, très facile à accessible. Enfin voilà, on lance une série, c'est des épisodes courts, on peut les regarder dans des périodes, enfin on n'est pas obligé d'avoir cette attention pendant 2 heures, c'est vrai que c'est plus simple à regarder. Mais à un moment, je me suis dit, non mais ça me prend peut-être un peu trop quoi. Mais après, j'adore, enfin, je trouve que être embarqué dans une série quand t'es vraiment à fond dedans, il y a un côté presque tu peux devenir. Moi, il y a des séries qui m'ont mis en transe, hein, et des séries pas forcément considérées comme des chefs-d'œuvre, hein, mais juste une fois que tu es tellement impliqué dans les personnages et tout ça, que ça te fait un effet qu'un film a quand même du mal à te faire, parce que t'as pas cette longueur. C'est comme un roman pour moi, une série par moment. T'as des séries où vraiment, mais tu vis avec les personnages et t'en peux plus. Moi, une série comme Scrubs, même à un moment, je regardais Grey's Anatomy quand j'ai commencé à regarder Grey's Anatomy, mais j'ai eu des moments où je me suis fait 3 saisons en quasiment 24 heures, et j'étais mais en transe. C'est-à-dire que pendant un week-end, j'étais en mode Grey's Anatomy, je pensais comme les personnages, j'avais l'impression d'y être, quoi, et c'était dingue. Alors tu vois, c'est Grey's Anatomy, c'est pas une série qu'on considérait comme une série de dingue, quoi. Et j'ai arrêté de la regarder au bout d'un moment, mais pendant ce week-end-là, je me souviens très bien, ça m'a mis en transe. Donc les séries ont ce potentiel-là, quand même. Mais le cinéma a aussi ce potentiel-là. Moi, je pense qu'un film comme Make to My Love, par exemple, de Keshish, qui dure 3 heures et tout, j'ai vécu ce côté trans aussi, parce que ça m'a tellement pris à un moment que j'étais au milieu de ce monde-là, et j'ai vécu enfin, ce qui se passe dans le film, je l'ai vécu pleinement et j'avais un côté trans aussi. Enfin, trans, oui, trans. Donc voilà, c'est pas que les séries, mais les séries, par la longueur, permettent vraiment de le faire. Cinéma Rolda qui me demande, est-ce que tu as critiqué tous les films que tu as vus au cinéma depuis la création de la chaîne? Non, 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 vraiment pas. Non, il y en a plein dont j'ai pas parlé, hein. Mais pas, non, pas plein non plus, j'abuse. Mais non, pas tous. Bah, par exemple, là, j'ai vu Green Book il y a pas longtemps, dont j'ai pas sorti de critique. Mais parce que c'est comme ça. Et j'ai vu un film, un chinois, là, Un grand voyage vers la nuit, dont j'ai pas fait de critique non plus. Soit c'est parce que je sais enfin, parce que j'ai pas le temps, ou parce que je sors déjà une vidéo sur autre chose, ou que le film m'inspire pas assez pour avoir envie d'en parler. Il y a plusieurs raisons. Ou que, je sais pas, mais pas tous, non. Michel Sanson me demande, le fait de faire des critiques et analyses change-t-il ta façon de voir les films, et surtout, gardes-tu toujours le même plaisir? Alors oui, parce que depuis toujours, je suis un peu dans la réflexion sur ce qu'est un film, quasiment. Donc j'ai toujours eu ce regard. Après, il s'est affûté par le temps, et plus t'en apprends sur le cinéma, plus fatalement, enfin c'est débile, mais un film qui va pomper un autre film enfin, de manière assez dégueulasse et pas vraiment l'assumer. Si t'as jamais vu le film, le premier film en question, et que tu sais pas qu'il existe, bon bah tu peux adorer le film qu'a pompé en disant ah c'est génial et tout. Mais c'est vrai qu'à partir du moment où t'as une connaissance et tu sais bah, que le mec a juste fait un plagiat dégueulasse, est-ce que forcément ça va t'enlever du plaisir? Mais après c'est sain. Enfin je veux dire de pas forcément kiffer un film parce qu'il y a un côté malsain derrière, parce que c'est de la triche un peu. Enfin, je caricature, hein, j'ai pas d'exemple précis. Et même des films comme par exemple le premier film de Tarantino, Reservoir Dog, qui est quand même un gros plagiat de City of Fire. J'adore quand même les deux films. Enfin, voilà, c'est-à-dire que même tout ça dit, ça ne me gâche pas l'expérience pour autant, parce que je sais aussi reconnaître qu'un film arrive à apporter et arrive à construire, même s'il s'inspire ou qu'il plagie. Mais c'est un exemple. Pour vous dire, il y a des fois, oui, d'avoir un bagage, ou de savoir certaines choses, ou d'analyser, fait que tu vas peut-être voir certaines choses. Il y a par exemple, moi maintenant, enfin, c'est pas nouveau, mais il y a des réalisateurs où je les vois faire leurs films et ça peut me déranger. C'est-à-dire qu'un réalisateur qui fait trop de tape à l'œil, à l'heure actuelle, ça peut me déranger. Mais à la fois, j'arrive aussi à passer outre. Enfin, c'est pas non plus préjudiciable totalement. Mais c'est vrai que peut-être qu'un œil non averti sur le cinéma ne se rendra jamais compte de certaines choses, de certains effets spéciaux, de certains effets de style, qui paraîtront naturels pour eux. Et moi, je sais très bien pourquoi il a fait ça, comment il l'a fait, et qu'est-ce que c'est supposé impliquer. Et là, je vois peut-être un peu trop le côté genre, ah oui, non, mais en fait, là, t'as voulu montrer que t'étais fort, quoi. Et c'est un peu, ça peut me déranger. Donc oui, ça, forcément, d'analyser les films un peu plus fait que t'es pas passif, mais bon, après, c'est comme ça que ça se définit aussi d'être cinéphile, c'est de réfléchir le cinéma perpétuellement dans un tout. C'est pas juste de prendre les images qui t'arrivent et d'apprécier ou pas, quoi. C'est un peu plus que ça, je pense. Mais donc oui. Danny Jacques Dival qui me demande, vas-tu refaire des vidéos comme celui ou comment le scénario de Batman The Dark Knight a été fait? Oui, oui, bah écoutez, il y a déjà 3 épisodes qui existent et on va en refaire avec David évidemment, on va en refaire d'autres, on a pas mal de films sur une liste. Peut-être qu'on va commencer à faire rentrer des guests de temps en temps, ça pourrait être rigolo. Voilà, après, écoute,
C'est un programme qui vraiment nous plaît à faire, on se marre super à le faire, donc on ne va pas hésiter à leur proposer. Antoinette Boudieu qui me demande combien de temps faut-il pour faire une vidéo. Donc on va considérer que c'est une critique. Combien de temps? Alors c'est une bonne question pour les gens qui se lancent un peu sur YouTube, tout ça. Alors moi, ma méthode, c'est je regarde le film. Une fois que le générique se lance, je reste dans la salle et je commence à prendre des notes à ce moment-là. Donc je commence à prendre les notes en essayant de rapidement écrire les impressions que j'ai immédiatement, les trucs précis dont j'ai envie de me souvenir pour pouvoir construire une critique dessus. Donc il y a déjà le fait de visionner le film, donc 2 heures. Le fait de commencer à écrire, ça prend genre pas 10 minutes dans la salle, quoi. Je vais rester tout le générique. C'est long les génériques, hein, souvent, vous verrez. Donc je me force vraiment à rester tout le générique pour décanter, prendre le temps. Et après, je rentre chez moi. J'écris pas tout, il y a des fois où j'écris tout, donc il y a des fois ça peut me prendre vraiment une journée d'écriture, enfin 3 heures d'écriture parce que je vais revenir, je vais taper le texte et par exemple mes critiques de Creed ou de Harry Potter, les crimes de Grindelwald voilà, ces deux-là, elles sont écrites mot pour mot, donc vraiment ça prend du temps, en plus je dois choper des extraits, enfin trouver les référencements auxquels je parle, tout ça, donc il y a une vraie réflexion et là ça me prend on va dire quasiment une demi-journée d'écriture. Sur une critique où je suis plus en roue libre, j'ai fait mon plan, donc ça va me prendre, on va dire, allez, 30 minutes de vraiment faire un bon plan et de travailler le truc, selon si le film m'inspire ou pas. Je tourne la vidéo en moyenne, c'est 1 heure de tournage, à peu près, parce que le temps de tout bien poser, de bien redire les phrases comme il faut. Il y a des fois où ça peut être... j'ai fait des critiques en plan séquence, à une époque je faisais ça par exemple. Genre ma critique de Black Panther, c'est un plan séquence, je me lance et boum, j'enchaîne tout. Donc là, c'est sûr que c'est une demi-heure de tournage quasiment, boum. Mais c'est un autre travail. J'essaie de moins en moins bien le faire, de moins en moins le faire. Je trouve ça moins intéressant. J'essaie de plus structurer, donc ça me prend, on va dire, 1 heure de tournage. Et après, il y a 2-3 heures de montage à chaque fois, ou même plus. Il y a des critiques quand je fais des trucs un peu bossés, ça prend une demi-journée de tournage. Donc en moyenne, on va dire qu'en tout, ça fait 5 heures de boulot. Ouais, 4-5 heures de boulot, quoi, une critique. Donc mine de rien, c'est pas si glandu que ça en fait. C'est-à-dire que c'est vraiment de moins en moins, et ça a pu être à des moments, hein, je rentre chez moi, j'allume ma caméra, je commence à parler, mais déjà parce qu'on est finalement, plus il y a de gens qui me suivent et plus j'ai envie de proposer quelque chose de qualitatif, enfin c'est débile, mais quand t'as plus de gens qui te suivent, t'as pas envie de décevoir, parce que les gens ils sont arrivés parce que je m'améliore au fur et à mesure en fait. De chaque vidéo, j'essaie d'améliorer la qualité et de faire en sorte d'être le plus précis, concis possible, efficace. Donc ça c'est un travail perpétuel. Donc une critique que je mettais 2 heures à faire il y a 6 mois, maintenant je mets 4 parce que je prends ça plus à cœur et j'essaie de la faire mieux. Voilà. Donc ça prend en moyenne 4-5 heures et ça peut prendre une journée, 2 jours sur les vidéos critiques les plus travaillées. Donc voilà, vous avez à peu près la réponse. Léo Grims qui me demande le youtubeur ciné que tu préfères. Le youtubeur ciné que je préfère. Ah bah écoute, je ne sais pas trop. Non, si je pense que ça doit être... Honnêtement, c'est le youtubeur américain Patrick H. Willem en ce moment. Ouais, c'est vraiment lui. Je trouve que j'aime beaucoup sa manière de... Je me reconnais dans beaucoup de ses choix. C'est un mec dont je partage vraiment la vision et l'état d'esprit, quoi. Voilà, on est souvent très d'accord, enfin, en tout cas, je suis souvent très d'accord avec lui sur plein de choses et j'aime beaucoup sa réflexion globale sur le cinéma. Je trouve que dans les Nord-Américains, c'est vraiment celui qui m'apporte à chaque fois une valeur ajoutée. Voilà. Après, celui dont la suite de la question, c'est celui dont j'attends impatiemment son avis. Alors, je vous avoue que c'est pas un youtubeur, mais moi, j'aime beaucoup écouter Nos Ciné, le podcast, qui est aussi sur YouTube d'une certaine manière. Et donc, j'aime beaucoup avoir leur avis parce que je trouve que vu qu'ils sont souvent plusieurs et que c'est des gens qui, mine de rien, ont un bon bagage derrière eux, je trouve qu'il n'y a jamais de choses qui sont de l'ordre du... Enfin, c'est toujours plus nuancé parce qu'ils sont plusieurs. Après, ils peuvent détester un film que j'ai adoré et vice-versa. Hein. Mais voilà, je trouve que c'est l'avis que j'essaie d'avoir le plus rapidement possible après avoir fait ma critique. J'écoute jamais rien avant de faire une critique. Hein. Vraiment, je me coupe de tout contact et de ressenti sur le film le plus possible pour pouvoir faire une critique le plus, on va dire, vierge possible, pour pas être influencé, même si je pense que j'ai quand même assez de détachement pour... Mais c'est vrai que c'est toujours délicat d'écouter quelqu'un parler d'un film pendant 20 minutes que tu viens de voir et après de devoir en parler toi pendant 20 minutes. C'est compliqué de pas avoir envie de répondre aux arguments du mec qui vient de parler. Et le but de faire une critique, c'est pas de faire en fait une critique en réaction à ce que d'autres gens ont dit du film. Et je sais qu'il y a des youtubeurs qui fonctionnent comme ça, hein, qui vraiment commencent leur critique en réaction avec ce que d'autres gens ont pu en dire. C'est une manière de fonctionner. Moi, c'est pas la mienne. Je préfère vraiment poser un avis vierge et après me rendre compte s'il y a des parallèles avec ce que d'autres gens ont dit ou si j'ai apporté quelque chose d'un peu nouveau
au discours global. Mais après normalement après j'écoute tout le monde, hein. Une fois que j'ai fait ma critique et que une fois que j'ai fait ma critique, je vais écouter la critique de Valou, je vais écouter la critique de Reg, de Dirty Tommy, de Film Talker, de Jack s'il en a fait une. Enfin, dès que j'ai le temps sur la semaine, j'échelonne et j'écoute vraiment. J'en ai peut-être oublié dans le tas là, mais voilà, j'essaie d'écouter vraiment les critiques de tout le monde parce que je trouve ça enrichissant quoi qu'il arrive. Dr Squeeze qui me demande et une petite rétrospective Sam Peckinpah. Eh bah oui, ce serait une très bonne idée, en effet. J'ai acheté Croix de guerre il n'y a pas longtemps, là. Croix de fer, pardon. Croix de fer, il est où? Bah, j'ai le Blu-ray de Croix de fer qu'il faut que je regarde. Mais je vais pas faire une rétrospective Peckinpah, mais je ferai probablement un jour une vidéo sur lui, ouais. Parce que je pense que c'est un mec qui mérite bah, voilà, mon attention et le fait que j'y réfléchisse. Mais c'est pas lui ma priorité, là. Là, je m'attaque bientôt à un certain Billy. Vous voyez pas parce que c'est hors champ, mais un certain Billy W pour ceux qui le connaissent, où j'ai une vidéo qui risque d'arriver bientôt. Et j'ai aussi une vidéo écrite qui sera tournée un de ces quatre sur une certaine demoiselle. Voilà, donc ça c'est mes vieux trucs dont je vais parler bientôt. Georges de la Poitrine qui me demande comment tu t'appelles. J'ai un nom improbable, j'ai un nom qui c'est, je vais pas le dire, mais il est improbable. Voilà, il est encore plus improbable que mon masque et mon chapeau. Mais ceux qui ont regardé Deviltown jusqu'au bout, bah merci déjà. Mais ceux qui ont regardé Deviltown, vous connaissez mon prénom parce qu'il y a un Easter egg dedans avec mon prénom et tout ça. Voilà, voilà. Rezoc me demande quel film as-tu le plus vu? Alors au cinéma, c'est un film qui s'appelle Garden State, donc réalisé par Zach Braff, qui m'a chamboulé à l'époque où je l'ai vu et je suis tombé amoureux de ce film et je suis allé le voir 3, 4, 5 fois, 5 fois je pense. C'est la seule fois où je suis allé voir autant de fois un film au cinéma. Sinon, de tous les temps, compliqué, je pense que c'est peut-être... Ah, il y a aussi un film Girl Next Door, à chaque fois c'est pas des grands films, hein, que j'avais que le DVD un été et je l'ai regardé tout l'été parce que j'avais que ça à regarder. Shrek aussi, à une époque, je l'ai regardé en boucle pendant tout un été parce que j'avais que ça. C'était des époques où tu sais, j'avais pas grand. Enfin, il y a des fois, t'avais pas de DVX ni rien, t'avais juste un DVD et t'avais pas le choix donc tu regardais. Toy Story aussi que j'ai regardé en boucle pendant une bonne période. Donc il y a pas Taxi 1 que j'ai regardé énormément. Enfin, mais c'est pas parce que je les aime d'amour plus que ça. C'est aussi parce qu'il y avait que ça à regarder que je les apprécie fortement. Mais voilà. Donc je sais pas si j'ai répondu, mais c'est pas genre Le Parrain ou des grands films que j'ai regardé 25 000 fois. Même si par exemple Casino, je l'ai énormément vu, Casino de Scorsese. Donc ça peut être aussi Casino, mais bon. Je pense pas, je pense que c'est... Au cinéma, c'est Garden State, c'est sûr. Et chez moi, c'est potentiellement... ouais, je pense que c'est Girl Next Door. Voilà. Kevin Post-Derek qui me demande ton retour expérience sur YouTube. Bah écoute, c'est super, franchement c'est une vraie aventure, il y a un vrai côté addictif, notamment voilà, au retour, aux commentaires, aux vues, aux chiffres, enfin tout ça quoi. Donc ça devient un peu addictif, ça peut être problématique pour sa vie de famille, il faut savoir vraiment compartimenter les choses et pas que ça prenne le pas, surtout quand c'est pas ton travail, enfin moi c'est pas mon travail, donc c'est vraiment un loisir, mais il faut pas que ça gave les gens qui t'entourent. Donc ça prend beaucoup de place, faut peut-être que ça en prenne un peu moins, mais en tout cas c'est un vrai moteur au quotidien d'animer cette chaîne et d'en vivre, enfin de vivre avec et de lire vos réactions, d'y réfléchir de ce que ça donne, enfin bref. Franchement, c'est super. J'ai rencontré plein de monde en plus en vrai grâce à ça, quoi. Déjà toute la bande du CCU, tous les gens qu'on a rencontrés à Montpellier par Le Gardien, par Twitter, j'ai rencontré des gens parce que je parle de cinéma aussi. Donc voilà, franchement, tous les gens qui sont arrivés sur mes vidéos du duel, par exemple Guillaume Boucaud ou Valérian de Cinefiles, on s'est rencontrés via YouTube d'une certaine manière. Voilà. Donc c'est vraiment, c'est que majoritairement du positif, hein. Franchement, j'ai très très peu de points négatifs. Et si de toute façon c'était négatif, j'arrêterais parce que ce n'est pas une obligation pour moi de faire cette chaîne du tout. C'est vraiment que du plaisir. Georges de la Poitrine me demande le film JFK. Bah écoute, c'est un grand film, mais que j'ai pas vu depuis 10 ans. Mais c'est un énorme film. C'est un film qui m'avait bien foutu la migraine, quoi. Tu sais, migraine dans le sens, waouh, un peu mindfuck. Parce que tu sais pas quelle est la part de la réalité, si cette conspiration tu peux y croire, et après c'est géré d'une manière tellement fluide et complexe. Hein, c'est ça qui me fascine avec ce genre de film, c'est que c'est tellement complexe, mais que ça arrive à être rendu fluide par un montage de dingue. Donc c'est un énorme film, mais écoute, tu m'as donné un peu envie de le revoir. Clément R qui me demande tes lectures comics les plus marquantes. Alors je pense qu'il y a les Batman Un Long Halloween, qui fait partie des comics que j'ai adoré. Batman, il y a... Quoi d'autre? Attends, je vais regarder un peu ma bibliothèque. Alors, c'est pas des comics, mais les BD Blast. Alors, putain, Blast, qu'est-ce que ça m'a trouvé le cul, ça? Oh putain, je suis vulgaire, mais j'ai adoré Blast, mais c'est de la BD. Mais Blast, énorme. Et évidemment, Watchmen. Watchmen, c'est... Et Killing Jokes aussi, extraordinaire. C'est un vrai comics qui m'a fasciné. Voilà, après, je pense que j'en oublie plein, hein,
Mais voilà, c'est à peu près tout. Bah, j'aime beaucoup Batman, hein, donc il y a beaucoup de Batman là-dedans. Daryl501 me demande Predator, Terminator ou Alien. Honnêtement, pas dur à dire, mais je pense que Terminator pour Terminator 2, mais Alien pour l'ensemble de la saga. Daryl501 me demande la vidéo dont je suis le plus fier. Écoute, je pense que ça reste quand même celle sur les braquages, hein. Franchement, ma double vidéo sur les braquages, je trouve que j'ai bien intégré la partie fiction en étant drôle mais pas lourd et que ça prenait pas le pas sur ce que j'avais à dire. À la fois, ça venait un peu compléter ce que j'avais à dire. Et je trouve que par contre, la partie où j'analyse les braquages, c'était vraiment un gros taf de ma part. Et c'est un des tafs les plus compliqués parce que en fait, juste pour prendre la différence avec d'autres youtubeurs qui peuvent faire un truc similaire, quand tu prends un film, comme les 95% des youtubeurs, ils vont analyser un film. Donc par exemple, le Fossoyeur, c'est son truc dans son émission, il prend un film, et ce qu'il en dit, c'est hyper intéressant. Mais je trouve que, voilà, pareil pour Monsieur Bobine, c'est vraiment génial, mais quand tu prends un film, l'analyse, elle est facile à faire. Bah, j'ai toute proportion gardée, mais je veux dire, tu regardes le film, tu te renseignes sur le film, le réalisateur, les acteurs, enfin, t'as un arc qui est... Enfin, je veux dire, ton champ d'analyse, il est réduit. Quand tu décides de prendre un genre, donc les films de braquage, le genre, il est énorme. C'est-à-dire que moi, j'ai dû condenser 50 films, enfin, et des films, tu vois, à chaque fois hyper denses. Donc ce travail, il est, mais dantesque, quoi. Enfin, t'arrives vraiment face à une montagne où t'as 50 films et tu dois réussir à condenser tout ça dans une vidéo, quoi. Et je trouve que pour les braquages, je m'en suis super bien tiré. Et j'aime bien ces formats de vidéo, mais en fait, j'ai plus pris le temps de le refaire. Parce que c'est une charge de boulot, mais énorme, quoi. De regarder tous ces films, de réussir à les analyser chacun, d'en tirer quelque chose et tout ça, mais c'est hyper chronophage. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas eu beaucoup de ces vidéos qui sont sorties, malheureusement. Mais c'est là où je voulais juste apporter cette petite nuance avec d'autres formats, d'autres youtubeurs qui souvent se concentrent sur un seul film. Mais ça reste, bon voilà, c'est pas du tout, c'est pas que c'est mieux ou moins bien, hein. J'explique juste la différence sur la charge de travail que ça peut créer, mais ils travaillent aussi énormément les autres, voire plus, hein. Je juge pas du tout, j'explique juste la nuance. Bon, je sais pas si j'ai été clair, je vais peut-être arrêter de me justifier parce que je commence à m'enterrer là. Donc Monsieur Cinéphilus, J-13, il me demande, vas-tu te lancer dans un mélange de chronique fiction ou à la Fossoyeur ou à Indepanda dans le futur? Alors j'ai déjà fait, je vais le refaire, oui, le truc c'est que comme je disais, que je l'ai déjà dû le dire, c'est très compliqué pour moi de proposer, enfin en fait quand je regarde des chroniques fiction, souvent la partie fiction m'emmerde, et j'ai pas envie de proposer quelque chose où ce soit le cas. Donc il faut vraiment que j'arrive à trouver un vrai truc qui fait que la fiction soit intéressante et l'analyse vienne, enfin que les deux soient parfaites. J'ai l'impression d'avoir trouvé quelques trucs là dans le futur, et donc il suffit que je les tourne et on verra ce que ça donne. Et la dernière question, c'était une question en 2 temps, mais c'est intéressant, où le Facecam est un format avec lequel tu te sens vraiment à l'aise. Alors oui, après Facecam, ça veut tout et rien dire, hein, parce que, enfin je veux dire, quand je fais de la Facecam, j'en profite également pour faire un peu de la voix off par moment, parce que j'ai mon texte, il y a des fois où j'ai des parties Facecam, et en fait je fais comme une voix off, dans le sens où le texte je l'ai appris par cœur, et je le récite, et je vais incruster des images par-dessus, donc Facecam, c'est juste une vraie facilité de travail, mais après ça implique pas que le format est statique pour autant. Enfin, en faisant de la facecam, tu peux mettre des images d'arrière, illustrer ton propos de diverses manières, et ça peut te demander énormément de boulot, autre que... le truc c'est que je suis seul, enfin, je veux dire, je peux faire chier ma femme pour qu'elle me filme et tout, mais ça arrivé, hein, il y a des fois, mais majoritairement, je trouve ça bien de pouvoir faire les choses seul. Et j'avoue que seul, je suis pas encore doué, ou je sais pas comment faire pour réussir à me mettre en scène seul de manière super bien, quoi. Sans faire chier quelqu'un en lui disant viens me filmer à la maison, tout ça. Donc le facecam, c'est le plus, on va dire, accessible pour moi, mais ça implique pas, ça veut pas dire que c'est statique, figé, ou que c'est juste moi qui parle à chacune de mes vidéos. Oui, beaucoup, mais il y a quand même des vidéos où je fais du facecam, mais je les illustre avec des extraits, des manières, des choses qui font qu'il y a un peu plus que juste du facecam. Et ben voilà, on est arrivé au bout de cette FAQ. Merci beaucoup d'être arrivé jusque là. Vous en avez appris énormément sur moi. Ça fait très bizarre de se livrer comme ça à un exercice où je dévoile énormément de choses personnellement. Surtout depuis le début de ma chaîne, je suis masqué, tout ça, comme je l'ai pu l'évoquer. Donc voilà, écoutez, maintenant vous savez un tout petit peu mieux qui est le youtubeur qui parle de films derrière ce masque.
En tout cas, merci énormément d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite évidemment à faire les choses habituelles, à aller sur mon Utip, regarder quelques pubs pour financer les prochaines vidéos de ma chaîne. Vous pouvez aussi mettre un pouce vers le haut, ça fait toujours du bien. Mettre un commentaire sur comment vous avez réagi à certaines de mes questions et de mes réponses. Il y a pas mal de trucs qui, à mon avis, vont peut-être déranger, choquer ou perturber certains, mais j'assume. Et aussi, vous pouvez évidemment partager cette vidéo et vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas abonné. Merci énormément d'avoir suivi cette longue vidéo et on se retrouve très vite pour d'autres programmes. Et d'ici là, bonne toile!